Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Gardez en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du mardi 13 février 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle des critiques pour Banishers Ghost of New Eden, du flop commercial qui a été Immortals of Aveum, du teaser pour les Oscars 2024. Mais commençons avec le business update venant de Xbox parce que on a une date, les amis. Et oui, ce jeudi, 15h, heure du Québec, nous allons savoir officiellement what the hell's going on au sein de Xbox sous la forme d'un podcast. Là, j'ai vu beaucoup de conversations alentour de ça hier, une fois l'annonce a été faite, comme quoi que c'était un choix intéressant, la formule de podcast. Mais je sais pas si le monde dans les replies, là, c'est comme au Comic Games l'a écrit, là. Ils ont déjà annoncé des affaires d'envergure au travers du Xbox Podcast, là, Phil qui parle avec des gens de marketing ou encore des devs. Fait que c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est juste que pour, tu sais, on a couvert cette nouvelle-là, ce business update-là depuis une semaine, puis ça avait l'air comme d'une affaire big, là, que genre même le PDG de Microsoft, Satya Nadella, allait peut-être s'en mêler. Semblerait-il que ça va être bien relax, bien casual au travers du Xbox Podcast. Et non seulement Phil Spencer va être présent, mais il y a aussi Sarah Bond et Matt Booty qui vont s'adresser ou qui vont adresser toute la rumeur et la spéculation des derniers jours. Donc, post qui dit Please join us for a special edition of the Xbox official podcast. Hear from Phil Spencer, Sarah Bond, and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. What the fuck, un podcast, les dude bros vont lose their shit. I don't know si ça veut dire que c'est pas un big deal, maybe. Bon, on va en parler davantage dans quelques instants parce qu'il y a d'autres mises à jour suite au business update, là. Mais premier fait qui est intéressant avec tout ça, oui, le podcast, on s'entend que c'est comme particulier, mais c'est la date. Parce que les amis, c'est quoi qu'on a dit hier par rapport au Nintendo Direct? La rumeur qui circule, c'est que il y a un Nintendo Direct le 15 février, donc la même journée. Et là, le moment de la journée, d'après moi, si c'est un partner showcase, ça va être genre à midi ou encore en début de matinée. Mais là, si on met nos tinfoil conspiracy theorist hats. You a genius. Merci de ruiner le moment, papillon, mais. Merci pour le resub principalement de 11 mois. Whoop whoop. Très apprécié. Je remets ma casquette de tinfoil hat conspiracy theorist. C'est un Nintendo Direct Partner Showcase. What if que à ce Nintendo Direct là, il montre Hi-Fi Rush coming on the Switch. Écoute, non, Silksong coming out, ça c'est ça c'est plus loin là. On s'en reparle vers Summer Game Fest period. Ça serait pas out of the realm of possibility. Parce que la rumeur, une des rumeurs qui court au travers du changement dans le business de Xbox, c'est justement comme quoi que Hi-Fi Rush et Sea of Thieves vont être disponibles sur d'autres plateformes au-delà de Xbox et PC. Fait que, si Nintendo Direct vont de l'avant puis comme confirme que Hi-Fi Rush s'en vient sur Switch ou encore sur PlayStation, là, je pense pas que Nintendo va le confirmer, mais ça va comme confirmer le fait que Hi-Fi Rush devient multiplateforme, ben là, Microsoft pourrait comme se prononcer sur tout ça plus tard en après-midi. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que si, mettons, le Nintendo Direct est le matin ou le midi, t'as comme un gap
entre ça et le Xbox Podcast, parce que le monde va juste lose their fucking minds. Là, fait que peut-être c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais je tiens à le lancer parce que avec le tweet de Tom Warren qui reprend justement le tweet qu'on a couvert hier de Stealth 40K qui disait comme quoi que la rumeur ou la date qui circule dans les rumeurs pour le Nintendo Direct est le 15 février. J'ai fait comme hey man, ça serait pas out of the realm of possibility que Hi-Fi Rush soit montré vu que c'est un partner showcase. On s'en reparle rendu là. Bah yeah, 15 février, 15h heure du Québec pour le futur de Xbox. Donc évidemment, c'est en après-midi. Vous le savez, je ne stream pas l'après-midi parce que je travaille de mon côté. Fait que ce qu'on va faire, puis le lendemain, on couvre pas les news vu qu'on joue à Skull and Bones et Mario vs Donkey Kong. Fait que ce que je vais faire, c'est, d'après moi, c'est rien genre de earth-shattering là. Ok? On risque d'avoir des jeux comme justement Hi-Fi Rush, Sea of Thieves qui vont être multi-platform. Et peut-être que là, Xbox va se prononcer sur quels jeux dans leur catalogue vont devenir des propriétés multi-platform ou quel genre de sorties vont devenir multi-platform. Moi, je pense que ça va se résumer à ça. Là. On va pas avoir de discussion sur « Hey, on arrête de faire des consoles. Hey, on devient juste un third-party publisher. Hey, this, that and the other. » là. Je pense que ça va vraiment être là-dessus. Et encore une fois, pour appuyer ce que je dis, parce que je dis pas de la merde, vous le savez, source réputable, Tom Warren chez The Verge, qui dit Microsoft prepares to take Xbox everywhere. With rumors of some Xbox games coming to PS5 and Switch, Microsoft gets ready to lay out its vision for the future of Xbox. Fait que là, comme j'ai dit, on a parlé de Sea of Thieves, Hi-Fi Rush comme les deux principaux jeux qui sont dans la mire là, d'Xbox. Semblerait-il qu'il y a un autre jeu qui s'ajoute à tout ça. Et c'est Pentiment. Un autre jeu que comme je considère dans la même branche que Hi-Fi Rush parce que c'est un studio qui appartient à Xbox. Mais en Obsidian. Mais tu sais, c'est un titre qu'ils ont vraiment fait sur un petit scale. Là. Une petite échelle. Et une des raisons pourquoi Pentiment a pu exister, c'est à cause du succès de Game Pass, right? C'est des plateformes comme Game Pass qui permettent à des jeux comme Pentiment d'avoir un auditoire puis de connaître du succès parce que c'est un titre qui est fucking niche là. On va lire le full report de Tom Warren par rapport à tout ça. PS5, screw that, Pentiment devrait être sur la Switch. Mais c'est ça là. C'est Hi-Fi Rush et Pentiment, pas juste sur PS5, mais c'est potentiellement sur la Switch aussi. Là. Si Xbox vont multi-platform, ils vont pas délaisser la Switch là, pour autant. Ils la délaissent pas avec Minecraft, pourquoi avec Pentiment ils la délaisseraient? Surtout que c'est un jeu qui fonctionnerait bien sur la Switch aussi. Là, Microsoft's Xbox business needs to get bigger. The company's Xbox Series S and X sales still lag behind Sony's PlayStation 5. And Microsoft Gaming CEO Phil Spencer has previously admitted its Xbox Game Pass subscriptions were slowing down too. He admitted that in 2022, a dry year for Xbox games after Microsoft's big exclusive Bethesda game Starfield was delayed. On s'entend que c'est pas leur grosse licence. Exact. Comme... Dude, si demain... il arrive là, pis il dit hey, on amène Gears of War sur PlayStation, je pense que je delete ma chaîne Twitch. Genre, je le ferai pas. Parce que genre 99.9% de chance, ok, que ça l'arrive pas. Mais c'est ça. Tous les titres qu'on mentionne, c'est rien qui fait partie de l'identité d'Xbox. C'est pas Halo, c'est pas Gears of War, c'est pas Forza. C'est Call of Duty. Ils ont comme pas le choix parce qu'ils ont dit devant les tribunaux qu'ils allaient honorer justement le multi-platform avec cette propriété intellectuelle-là qui est multi-platform depuis des générations. Là. Minecraft, ça aurait pas de sens de pas faire ça multi-platform même si ça appartient à Xbox, tu sais. Mais c'est ça, comme tu dis, Block, c'est pas des grosses licences. C'est des jeux à plus petite échelle. Quoique Sea of Thieves est sorti quand pour le fun, là? Je me rappelle plus si on avait fait la recherche, là, mais Sea of Thieves, là,
sorti officiellement en 2018. Là. It's been 6 years. OK? 6 years out on Xbox. À un moment donné, là, comme si tu veux aller chercher un autre public. 6 ans plus tard. Hey, go for it, là. I won't be upset about it, tu sais. Si les gens sont upset que Sea of Thieves sort sur une autre plateforme 6 ans après sa sortie, là, re-questionnez vos choix de vie, là. Comme le monde sont upset parce que 6 mois après, PlayStation sort des jeux sur PC, ou j'exagère, là, 2 ans après. Et genre, sort des jeux PS5 sur PC, leur gros exclusif, là. Hey, 6 ans après, là, give me a break, là. T'sais? Le jeu a connu son hype, le jeu a vendu. S'ils veulent le sortir sur d'autres plateformes pour qu'il y ait un autre public, là, ben, go for it, là. An Xbox Game Pass slowdown might be why I'm hearing that a number of Xbox exclusives are coming to consoles in which Microsoft usually competes. Sources familiar with Microsoft's plans tell The Verge that the company is getting ready to launch a select number of Xbox games on PS5 and Nintendo Switch. Weeks of rumors suggest that Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, and even Bethesda titles like Starfield and Indiana Jones could appear on non-Xbox platforms. The first 2 games that are set to appear on rival consoles are Hi-Fi Rush and Pentiment. According to sources, Microsoft is also currently planning to launch Sea of Thieves on non-Xbox platforms later this year, with other first-party titles also under consideration. Launching Xbox games on PlayStation or Nintendo Switch is a seismic shift in strategy, and not one that Microsoft will have taken lightly. Hey, je comprends quand il dit seismic, mais en même temps, c'est pas si différent que ça, là. Comme je vous le dis pratiquement à chaque semaine ou à chaque mois, là, à chaque fois qu'on parle de l'Xbox, puis tout l'aspect business, là, la stratégie d'Xbox, c'est d'être sur le plus d'écrans possible. OK? Puis là, ils focussent sur les écrans qui leur appartiennent, genre PC, phones, tablets, consoles, etc. Et là, ils élargissent leurs horizons. Ils veulent être sur tous les écrans. Il n'y a pas juste les écrans qui leur appartiennent, pardon, mais les écrans de leurs compétiteurs aussi, là, tu sais. It will give Microsoft more reach for its first-party games and an opportunity to generate more gaming revenue, but also comes with plenty of risks. Microsoft's overall gaming business just passed Windows in terms of revenue thanks to the acquisition of Activision Blizzard. That giant $68.7 billion acquisition will be weighing on Microsoft's mind, particularly when you consider that Call of Duty is a big multi-platform game that drives key revenue across these platforms and mobile. Oh yeah! Oh yeah! Call of Duty, on le voit à chaque année, c'est un gestionnaire ou un générateur, pas un gestionnaire, mais un générateur de beaucoup de cash. Et là, ce cash flow là va aller directement dans les poches d'Xbox parce que c'est à eux que le jeu ou la propriété intellectuelle leur appartient, là. Fait que ça, là, moi je suis encore de l'opinion qu'il devrait prendre un break avec pour le prochain Call of Duty, là. Right? Parce que je me souviens plus c'est quoi le report qu'on avait entendu, là, comme quoi que le développement était pas tant avancé, là. Ou peut-être le Call of Duty de l'année prochaine, je pense que c'était ça, là, de 2025. Mais, tu sais, tant que les chiffres parlent pour eux-mêmes, là, rendu là, ça serait pas un bon move financier, là. Surtout que, comme qu'on a dit, ou comme qu'on a lu, Xbox a besoin de générer du cash, là. That slowdown in Game Pass will also be a part of why Microsoft is even considering more multi-platform games. In May of 2022, Microsoft had an ambitious goal of 100 million Xbox Game Pass subscribers by 2030. At the time of the service, which lets the Xbox owner subscribe to a library of games, was sitting at 25 million subscribers, up from 18 million in 2021. It looks set to continue growing rapidly amid Microsoft devices' agnostic focus on consoles, PCs, and cloud gaming. Then, Xbox Game Pass started to stall. Starfield and Redfall, which were set to be major Xbox exclusives, got delayed from a 2022 release to 2023, with Starfield missing a key holiday window. It feels like we are likely to go through a gap of almost 16 months between big exclusive launches on our platform, said Microsoft Gaming CEO Phil Spencer in an internal email to Xbox leaders in May of 2022, revealed in the FTC versus Microsoft case. This is really a disaster situation for us, given we've invested in content across studios at our Game Pass content fund. In the months since, Microsoft hasn't provided any update on subscriber numbers to investors. It's been more than 2 years since the
25 million figure was announced alongside the company's Activision Blizzard acquisition, and some analysts estimate Microsoft is only at around 33 million subscribers. Ce qui est pas mauvais, là. 33 millions. Mais tu sais, tu regardes PlayStation Plus, là. C'est quoi, c'est 70 million? Bon, je suis dans le champ à peu près. En date de mars 2023, c'est 48 millions environ, là. Je pensais que c'était plus que ça. Je me trompe peut-être avec le monthly average user, ça se peut, ça. On est loin des 100 millions d'objectifs. Yeah, définitivement, là. Puis même si on peut acclamer Game Pass pour le merveilleux deal que c'est, best deal in gaming, puis I'll stand by it to this day, là. C'est pas tout le monde qui ont un intérêt nécessairement, ou tu sais, tout avec la peur, là, de perdre tes jeux dans le catalogue de jeux. Ou pas d'avoir d'ownership, tu sais. Quand tu t'abonnes à Game Pass, t'as pas ownership des jeux, là, tu fais juste les downloader, puis peut-être pas du jour au lendemain, là, ils l'annoncent quand même à l'avance, là. Mais t'as une période avant que ces jeux-là soient retirés du service ou remplacés par d'autres jeux, je devrais plutôt dire, là. C'est quand même une bonne rotation, à mon avis, là, comme... Tu sais, si j'avais à donner une note sur 10 en termes de, comme, rollout de jeu puis de qualité de jeu sur Game Pass, là, un solide 9 sur 10, là. Hey, t'as pratiquement toutes les nice indie games là-dessus, plus tes first party Xbox games, là. C'est great Game Pass. Il y a aussi bien du monde qui hop and off. Je sais pas si ça compte comment dans leurs stats, ouais. Je sais pas non plus. If that's accurate, that's around 33% growth in 2 years. Microsoft targeted a 73% growth rate for Game Pass subscriptions for a single fiscal year that ended in June 2022, but only managed 28%. The company then dropped Game Pass growth as the target for Satya Nadella's executive compensation last year, after first exceeding its ambitious Game Pass internal targets in 2020, and then failing to meet compensation targets for 2 years in a row. On s'entend qu'à 2020 aussi, c'est pas une période où est-ce qu'on devrait s'inspirer là, avec des chiffres, parce que tout a été comme augmenté à cause de la pandémie, à cause qu'on avait du temps à gamer, tu sais. Microsoft has instead focused more on PC Game Pass growth this past year and scaled back some of its Xbox Cloud gaming plans. The combination of Xbox Series S, the effective $299 Game Pass console, and cloud gaming was supposed to drive a big part of the 100 million Game Pass members figure that was leaked in FTC versus Microsoft materials. But sales of Microsoft's latest consoles won't get the company there alone. Admettons là, gens dans le chat là, c'est quoi qui... admettons là, vous avez l'argent là, pour vous acheter une Xbox. Est-ce que vous le faites? C'est quoi les arguments contre l'achat d'une Xbox? Je suis curieux de voir ici même dans le chat comme ce que les gens penseraient. Y a-tu comme un blocage en quelque part avec la stratégie d'Xbox, avec comment que Xbox amène ses jeux, avec les jeux sur Xbox qui font en sorte que le monde achète pas de console? J'ai déjà un bon PC. Rating Dave aussi qui dit qu'il y a un PC. C'est ça qui arrive là. C'est que tu veux investir dans la plateforme PC en rendant accessible tes jeux et tes services sur PC. Mais en même temps, ça nuit un peu à ton console market, là. Je joue aux jeux Xbox sur PC. Avant, j'avais toujours les consoles Xbox, mais après la One, qui était de la merde selon moi, j'ai pas acheté la X. Et vu que j'ai PC, je vois pas la nécessité. Mais c'est ça, hein? Ça, c'est bizarre parce que j'ai déjà une Series X, mais je le ferai. Et j'ai déjà une console qui a des exclus qui m'intéressent plus. Pas le temps de jouer à 2 consoles aussi. J'ai une Xbox, elle prend de la poussière, PC fait bien la job. C'est ok, fait que de ce que je comprends, c'est vraiment comme l'intérêt pour la console n'est pas là parce que les jeux sont sur PC. Game Pass est sur PC, puis. Alright. Ouais, ce que je pensais là. Mais ouais, tu sais, du jour au lendemain, je pense pas que Xbox peut faire comme hey, PC Game Pass, on oublie ça. On met all-in. Mais je pense qu'ils sont. Faudrait voir les comparatifs. Parce qu'ils se sont un peu tirés dans le pied en faisant ça. Parce que là, justement, on peut le voir, là, les ventes des consoles ne sont pas
ne sont pas atteintes d'atteindre leurs objectifs internes. Parce que le monde sont comme, mais pourquoi je m'achèterais une Xbox, j'ai un PC, tu sais. Moi, je préfère Xbox plutôt que PlayStation. PlayStation est plus populaire. Ok, non, elle est plus populaire parce que les gens sur Instagram parlent de ça. Sinon, la manette Xbox est de loin meilleure. Je suis d'accord avec ça. J'ai juste pas de Series à cause de mon kid. J'ai pas beaucoup de temps pour gamer. Et quand je game surtout sur Switch et un peu sur Xbox One. Pareil, ici pour les 360 days, j'avais 360 et PC. Quand la One est sortie, ça m'a turn off. J'ai Switch PC 100%. Puis quand le jeu a commencé à sortir sur PC, j'ai encore moins le goût de look back. Yeah, parce que c'est ça. Back in the days, dans les 360 days, t'avais pas la stratégie, on roll out nos jeux day and date, console et PC, là. Fait que ouais. Ça me donne un meilleur understanding, là. Malgré le fait que it makes a lot of sense, là. C'est pour ça que le monde n'achète pas d'Xbox, tandis que PlayStation, mais là on va voir, là. Tu sais, peut-être PlayStation avec le succès de Helldivers pourrait faire comme, hey, fuck it, on met tous nos jeux first party sur PS5, mais en même temps, ça avec, ce serait se tirer dans le pied là, s'ils veulent vendre la console à. S'ils veulent vendre la console à 700$, ils veulent vendre le VR headset à 800$, tu sais, comme. Puis, tu sais, PlayStation comme business n'a pas la même stratégie aussi que Xbox, fait comme. Tu sais, pour les live services, PlayStation pourrait mettre all-in sur day and date, console and PC, mais pour l'instant, là. Je pense pas qu'il va y avoir de changements drastiques là. On poursuit. Microsoft has been looking at other avenues for Xbox Game Pass or gaming revenue growth, particularly on mobile. A key reason behind its Activision Blizzard acquisition. The publisher's lineup includes mobile games like Call of Duty Mobile, Candy Crush, and Diablo Immortal. A new Xbox mobile gaming store could launch this year, with Microsoft banking on the EU's Digital Markets Act, forcing Apple and Google to change how they distribute apps on the mobile devices and ultimately open up their platforms and stores to competition. All this means that adding a bunch of games to the Switch and PS5 won't necessarily help Microsoft's beginning ambitions for the Xbox. That's why I suspect Microsoft might need to tease more of its future hardware vision. Microsoft held an internal town hall for Xbox employees last week when Microsoft Gaming CEO Phil Spencer, head of Xbox Game Studios Matt Booty, and Xbox President Sarah Bond all addressed employees. Shannon Liao first reported details on the town hall, while Xbox executive reassured employees that Xbox hardware would continue. They didn't directly address the elephant in the room, those persistent rumors about Xbox exclusives coming to the Nintendo Switch and PS5. Ça, c'est ce qu'on a couvert hier, là, pour ceux qui étaient là. La question, c'est de où ils tirent l'argent. S'ils font plus d'argent sur les jeux que sur la console, why not? Mais l'affaire, c'est ça. Je sais pas à quel point ils font de l'argent sur les jeux. Cypher, on va en parler tantôt quand on va parler de Immortals of Aveum, là, mais tabarnak, ça coûte cher, man, produire un jeu, là. C'est fou, là. C'est tellement un risque. Si ça flop, là, c'est GG, là. C'est tellement ruthless, l'industrie en ce moment, là, que comme one mistake peut faire couler ta business. Mais peut-être pas, là. J'exagère peut-être un petit peu, mais comme tu vas le voir, là. Stay tuned. Even rumors of the more rattle Xbox fans with fears that Microsoft may eventually scrap Xbox console hardware, render digital Xbox libraries useless, and just publish games on rival platforms. But after 20 plus years of Xbox hardware, it seems inconceivable that Microsoft would suddenly walk away from the device ecosystem that drives its Xbox platforms and revenues. Yeah, pour les gens qui sont en train de vendre leur Xbox là, à grosse panique, relax. Instead, Microsoft will have a vision that distracts from some select Xbox games heading to rival platforms. There are even whispers of an Xbox handheld, with Windows Central's Jess Corden claiming earlier this month that Xbox literally greenlit several new hardware projects in the last couple of weeks. Days later, Corden speculated about a potential Xbox handheld, and Spencer liked a post on X describing the handheld as inevitable. Microsoft has a habit of teasing future hardware. At E3 2016, it announced Project Scorpio, describing it as the most powerful console ever, before it shipped 18 months later as the Xbox One X. Et une Xbox
une console portative Xbox, je pense que c'est inévitable, là, comme qu'il dit. On est rendu là, au niveau des désirs et des besoins en termes de hardware, à cause des Switch OLEDs de ce monde, à cause des Steam Deck OLEDs de ce monde, à cause des ROG Ally de ce monde, à cause des PlayStation Portal. C'est ça que les consommateurs veulent. Gaming console / PC quality experiences on the go, peu importe où est-ce que t'es. PlayStation, semblerait-il, qui investit là-dedans, puis ils ont tenté le terrain avec PlayStation Portal, qui se vend là à une échelle surprenante. Fait que pour Xbox, d'y aller là-dedans, oui, tu peux jouer. Tu peux avoir une expérience similaire avec ton téléphone cellulaire, ok? Mais rien ne bat jouer à des jeux sur une plateforme de manière native, là. Right? Pas de téléchargement, pas de input lag, pas de streaming, là. Je sais pas si ça a fait la même panique quand Sega a arrêté de faire des consoles dans le temps et quand il s'est mis à sortir des jeux sur d'autres consoles. Après moi, non, Blue, parce que là, tu compares un peu des industries. Genre, tu compares deux époques de l'industrie qui étaient vastement différentes, là, tu sais. T'avais pas des jeux avec des budgets de production. Oui, t'en avais qui coûtaient cher, mais t'en avais pas au-delà des 200 millions, là, tu sais. Puis ça générait pas autant d'argent que ça le génère en ce moment, tu sais. Fait que je suis sûr qu'il y avait de la panique, mais pas autant qu'en ce moment, là. Moi, j'aimerais bien leur clé USB-ish qui se connecte à leur cloud. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qu'ils pourraient annoncer officiellement, là? Jeudi. Who knows? Mais c'est le topo sur les dernières informations concernant Xbox. Donc, comme j'ai dit, jeudi, 15h, heure du Québec, full breakdown via le Xbox Podcast. On s'en rejaser vendredi matin. J'anticipe pas de quoi de super crazy, là. Comme... D'après moi, c'est... Certains jeux vont sortir sur d'autres plateformes. On garde nos exclusivités. On garde notre stratégie avec le hardware Xbox. Merci, bonsoir. Stop believing crazy rumors on the internet. OK? Don't sell your Xbox! Imagine Phil Spencer, il arrive, il fait juste crier ça. Guys, vendez pas vos Xbox! We're still in it, goddammit! Niveau économique, ce serait peut-être... C'est peut-être pas aussi important, mais il devrait y avoir des fanboys de Sega qui capotaient leur vie. Yeah, probablement. Mais je pense pas que c'est une mauvaise chose que Sega a arrêté de produire des consoles. Puis focus sur du publishing ou du développement de jeux vidéo. Là, parce que là... imagine là, si on était encore... Si on avait 4 consoles qui compétitionnaient entre eux autres, là. Ça serait too much à mon avis. Là. Beaucoup trop de stock là. Je suis content avec mes Nintendo, mes Microsoft / Xbox, mes Sony PlayStation qui compétitionnent entre eux. Je me rappelle que les fans de Sega étaient fâchés, mais ils ont pas diss la compagnie. Ouais, ils ont pas ditch. Alright, sur ce, let's move on à notre prochain gros sujet du stream de ce matin. Banishers Ghosts of New Eden. Les amis, qui sort officiellement today sur PlayStation 5, Xbox Series and PC. Les critiques ont été publiées hier midi. Fait après le stream d'hier, ils ont été mis en ligne. Moyenne de 78 là, sur Metacritic avec 47 critiques de listées. J'ai pas joué de mon côté, j'ai eu mon code ce matin comme j'ai mentionné dans le pre-show. Donc, I will boot this up plus tard aujourd'hui. Ça, c'est le dernier jeu de Don't Nod. Le Don't Nod qui est sur une lancée, man, avec Just. Ça, ils ont fait quoi aussi last year? Ils ont fait Harmony, The Fall of Reverie, que j'ai pas joué. Mais là, ils publient fucking de jeux, là. Quasiment à trop. Et Banishers a l'air de, justement, ton histoire typique à la Don't Nod, là, où est-ce qu'il y a des choix émotionnels importants à faire, mais avec du combat à la God of War. On regarde la critique de IGN et on en discute par la suite. But I am a banisher yet. I may still teach you.
In a sea of sequels, Banishers Ghosts of New Eden has a wonderfully fresh story to tell. Yeah, droppy. I didn't know I wanted to play as a ghost hunting detective in a supernatural alternate reality version of 1600s America, but developer Don't Nod provides such a compelling mix of depth, drama, and romance, it made me wonder why no one had tried this sooner. It mostly sticks the landing with the things it tries beyond that story as well, from the excellent concept of swapping between your living and ghostly protagonists to its absolutely stellar investigation mechanics. That said, other parts of Banishers aren't as original, borrowing the bulk of its structure from plenty of action-adventure games before it, but with stiff and repetitive combat that can't stand up to those inspirations. Oh no. Even still, for those in favor of weird games brimming with heartbreak and ectoplasm alike, this isn't one you'll want to miss. Fait que la story, c'est vraiment la highlight du jeu, de ce que je comprends là. Banishers Ghosts of New Eden is the latest in a genre I've inadvisably taken to calling crevice crawlers. That's right, crevice crawlers. You know, those third-person games with a serious story and slow pacing, where two people walk around and talk to one another in hushed tones in between combat encounters, and for some reason, you spend a lot of time squeezing through crevices. I'm talking God of War, A Plague Tale, The Last of Us, classic crevice crawlers. Okay. I'm going to the crevice. Anyway, while I quite enjoy the occasional sad-whispering duo sidling through rubble, at this point the formula is also pretty played out. In the case of Banishers, it made the adventure feel more familiar than I cared for, even with its refreshingly original setting. Though it certainly doesn't win points for innovation, Banishers executes on this blueprint quite well, with strong writing, likable characters, and a few good twists and turns in the story ça paraît que c'est pas un triple A game, un quadruple A game. Red, the overly emotional Scotsman with hair that's way too cool for the time period. No joke, visuellement, je trouve que c'est mieux que Skull and Bones. Mais ça, c'est mon opinion. Do we kill to be together again? And Antea, the ill-tempered master ghost hunter who is a ghost herself. Bon matin, mon cher. Our good friend's death shall not go unpunished. You'll travel around talking to all kinds of pilgrims in order to solve their hauntings. As occult experts called Banishers, it's your job to seek out ghosts, help them resolve their unfinished business, then send them to the afterlife. And that ends up being exactly as fun as it sounds. Seriously, who doesn't want to be a dope slayer of specters and run around banishing spirits like an oops-all ghosts Geralt of Rivia? As with a lot of games like it, Banishers does suffer from some pacing issues. There's lots of repeated story beats where our heroes retread the same ground as they process their grief and discuss their dilemma, and you'll be asked to crawl through dark places, climb mountainsides, and wait in extremely slow elevators while your characters talk about how much of a bummer death is. Your death pains us greatly. Your return pains me too. Thankfully, most of the time the writing is good enough to justify that pace, but I definitely sighed deeply whenever I rested at a campfire and had to watch this animation every single time. God only visits hardship upon C'est moi où il y a comme eu un bug avec l'animation. The supernatural reimagining of colonial America is a fantastic backdrop for the tale of love and loss at the center of things, with death and the afterlife constantly looming over our paranormal heroes. When Antea is killed in the story's opening moments, Red finds himself working in tandem with the very thing he's supposed to combat, which creates a really cool dilemma where you'll need to decide to stay the course and work toward your partner's ultimate banishment, or forsake your duties in an attempt to bring her back to life. Wandering around the countryside to help others resolve their own losses and uncovering the sordid history of New Eden gives you plenty of opportunities to decide what kind of ghost hunter you want to be, with lots of morally gray situations you'll be asked to weigh in on. You've both made your choices. Now it's my turn. However, it is a little disappointing that, with all the interesting supernatural mysteries they set up, you only get 3 nuance-free options to choose from at the end of each case. You can either give the ghost its ascent, which is a friendly way of sending it back to the afterlife, banish the ghost, which is basically just an aggressive way of doing the same thing, or you can blame the living, killing them and absorbing their essence in your quest for power. The only way to bring your love back from the dead is by sacrificing as many people as possible, so blaming the living is mostly presented as the evil choice, even when some of these humans totally deserve to get got. Meanwhile, banishing or ascending the dead are usually framed as 2 flavors of the right thing to do, even in cases where a living person is clearly in the wrong.
Did you poison him with quicksilver? Is he here in search of revenge? Yes. I stole a few months of Joffrey Rowling's life to save decades of my sisters. In many scenarios, having to choose just one of those conclusions feels like you're being unnecessarily forced to pick a side. Or worse yet, you're just choosing the option that's going to get you to whichever ending you're shooting for. He has told the truth. You may go in peace. That doesn't stop it from being extremely cool to step into the boots of two ghost investigators, though, as you swap between your living and dead characters to make use of their unique abilities as you hunt for clues, track your quarry through the woods, and interview suspects. As Red, you're able to perform dope rituals to do things like see visions from the past via psychometry or compel spirits to show themselves. While as Antea, you can see invisible objects hidden in the world and use your awesome and kinda terrifying spectral powers to do stuff like C'est plate parce que moi je pensais que le combat allait vraiment être l'affaire qui pas différentielle, c'est comme on cherche. Ça allait être comme le highlight du jeu, mais finalement non. The instant character swapping carries over into combat too, where you'll either be fighting with sword and rifle as Red, or throwing phantom haymakers and using ghost powers as Antea, and the concept mostly succeeds there as well. What starts out as a fairly bare-bones system of dodge rolling, parrying, and light and heavy attacks gradually evolves into something même le much dodge, more on dirait le compelling dodge de as you God of unlock War. abilities throughout the adventure. Sort quand déjà aujourd'hui? For example, right now. I absolutely love the unlockable perks that let you time your swapping between characters in the middle of a hit combo to do this. By the end, I was able to swap back and forth between the two without a break in my assault, triggering special maneuvers like this one along the way. Combat definitely has some hiccups though, as controlling your characters often feels pretty clunky. Movement can be sluggish or downright unresponsive as you get caught on the smallest things when you roll around. Sometimes the camera can also move in erratic ways, especially when it's trying to focus on something with Banisher's hit-or-miss lock-on system. I was playing on the hardest difficulty and died on more than one occasion when the lock-on system wouldn't do its thing, or would bizarrely point the camera in the opposite direction of the enemy. It's still enjoyable to take on armies of apparitions, but combat is definitely missing a certain level of polish that can be pretty frustrating. Enemy variety also became painfully scarce less than halfway through the roughly 30 hours it took me to complete the story. 30 hours? There's only a handful of enemy types that are added far too slowly to keep comment combat don't fresh. ils font? Wolves, which are introduced right at the beginning, became especially tiresome when I was still seeing them 20 hours later. And I cannot even begin to describe to you how many of those poor furry beasts I sent whimpering into the afterlife. That said, most of the monsters in the mix are at least interesting to fight, from specters that dive into the corpses of other enemies to reanimate them, to skeletal marksmen who keep their distance and try to take you out with a rifle. I just wish I didn't have to see the same undead faces so often, because by the end, even my favorites had become irritations. Crawl and climb and knock, and the captain will taste his own medicine. Banishers Ghosts of New Eden is a fun action game with a solid concept and a stellar paranormal Gauss, c'est investigation pareil, system. là. Its story about mais un peu struggling plus to de let go variété of dans loved les ones ennemis. in death is worth hearing, But even it when its gets a pacing 10. occasionally gets sluggish and indulgent. The combat system also tries some Combat interesting est plus things that largely poli, work out, Alexis. only dragged down by poor enemy variety and wonky controls. Still, swapping between the Il est solide, là, le combat de God of War. instantaneously is every bit as cool when solving mysteries as it is during fights, and the writing and characters help carry Banishers across its rougher patches. That made saying goodbye to them fittingly difficult, decaying flesh and all. In the end came death, and death remains. For more, check out our reviews of The Inquisitor or Persona 3 Reload. And for everything else, stick with IGN. Fait que IGN, on a un 7 sur 10. J'ai regardé le gameplay, je suis comme... on dirait qu'il y a eu un downgrade visuel de ce qu'on a vu. Avec... avec les trailers puis tout le marketing campaign de ce jeu-là. Fait que, un 7 sur 10 type game, si on regarde d'autres critiques listées sur Metacritic, on a
Let's see. Scroll in, là, c'est trouver un big outlet. Jeuxvideo.com. On a un 7.5 sur 10. Disant, generous in its narration as in its gameplay, Banishers firstly offers a level of writing which, without any harm, maintains the good reputation of Don't Nod in the matter, offering multiple narrative arcs with striking choices which consolidate all the coherence of the universe. At first, a little summary, the clashes benefit from an exhilarating evolution enabled by a concise skill tree and a natural progression of the characters, very complementary on the ground. We also retain certain lengths, marked by dispensable intrigues, a slow increase in the power of the gameplay, and a somewhat frustrating research part. La traduction était weird, là, vu que c'est un outlet français. Continue de scroll. Damn, ok, y a pas de GameSpot ou whatever listé là-dedans. Bon. On va lire. On va lire. My god, combien de IGN reviews c'est listé là-dessus? PlayStation Universe, on en a un 8 sur 10, tiens. Despite some frustrating design choices, pacing, and technical issues, there is a prevailing magnetic chemistry to Banishers, Ghost of New Eden, and is felt within its narrative and mirrored in its gameplay. In large part thanks to its two brilliantly written and acted protagonists, it's a thoughtful dissection and unique exploration of grief ultimately resonated with me in a way that allowed me to forgive most of its other sins. On va terminer avec Push Square, qui ont également donné un 8 sur 10, disant Banishers Ghosts of New Eden sees developer Don't Nod reach a new development peak as it marries an excellent narrative with engaging and enjoyable gameplay. Poor enemy variety and technical flaws hold it back from true greatness, but its excellent story-focused side quests on the other side make a few drab combat encounters worth pushing through. The studio's best game to date, Banishers Ghosts of New Eden, is a new IP we hope is here to stay. Damn! Ok, eux ils disent que c'est le meilleur jeu de Don't Nod. Tell me you haven't played Descent. Hein? Without telling me you haven't played Descent. Je savais comme le début de la phrase, j'étais comme, wait, c'est quoi le reste? But yeah, Descent is fucking great, dude. Ça, c'est un jeu là qui excelle dans son gameplay. Fait que Banishers Ghosts of New Eden out today. PlayStation 5, Xbox Series et PC. Comme j'ai dit, moi je vais avoir la couverture sur ma chaîne YouTube plus tard aujourd'hui. Là. Fait qu'après le stream, je vais le boot up, check out la première heure, puis poster ça sur ma chaîne YouTube pour les intéressés. Est-ce que le review de Skull and Bones est sorti, vient d'arriver? Je ne pense pas, mon cher, parce que Skull and Bones c'est comme un live service type game. Fait que ça dépend de toute son infrastructure en ligne. J'ai vu hier que IGN ont posté un review in progress avec la beta. La open beta qui a eu lieu au travers des derniers jours. Fait que d'après moi, cette semaine, là, les critiques devraient être publiées. Mais c'est ça, c'est un jeu qui requiert une infrastructure en ligne. Il faut que tu testes tout en ligne. Fait que je ne pense pas qu'on va avoir des critiques avant sa sortie officielle de vendredi. Là. IGN Québec when? Ouais, c'est quand qu'on start IGN là. IGN Québec ici. Avec plein de video game critics québécois. Downgrade comme the day before. L'enfant qui arrive, c'est que ce jeu-là est sorti et est toujours. En fait, non, il est pas. Oui, il est sorti officiellement là. Je sais pas n'importe quoi. Mais. L'enfant qui arrive, c'est qu'au moins Banishers ont pas menti sur le projet overall. Tandis que The Day Before, ça a été un mensonge depuis le début. Il y avait des puzzles dans le jeu, c'était vraiment boring. J'aime mieux travailler que jouer cette merde-là. Je me demande où t'as pris cette quote-là, Benito. Je me demande bien. Et pour conclure tout notre segment dédié à Banishers, on a le launch trailer qui a été publié. Donc on va le regarder pour closer ce segment dédié à Banishers. Would you banish me? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. We are banishers. We end suffering Wait, for those c'est-tu who live. ABCD EFU, la tune dans le background?
banishing his ghost wouldn't have been easy. Fuck you and your friends. On dirait que c'est ça. Life to the living. Death to the dead. I'm not sure I can do that. Ok, c'était pas ça. The cover system is absolute ass. 2 sur 10. Something's there. Something alive. No. It's dangerous. Check comme le gameplay a l'air plus polish dans les trailers. Mon impression là. C'est pas un remake de Where's My Mind, sûrement. Mais moi, l'instrumental du début me faisait penser A, B, C, D, F, U, là. There you go, Banishers, Ghost of New Eden. Out today, les amis. On n'a pas fini de parler de Banishers. Parce que là, notre prochain sujet de conversation touche du drama qui est issu au sein du studio en charge du développement de Banishers Don't Nod. Apparemment, il y a une union, fait un syndicat français qui a reflété des problématiques critiques au sein de Don't Nod. Puis c'est ça que je disais tantôt, j'étais comme, man, Don't Nod, là, ils sortent des jeux, on en a pu finir. Ils n'ont pas juste un studio en France, il me semble qu'il y a un studio établi au Québec. Également à Montréal, si je me trompe pas. Mais semblerait-il qu'au sein de comme l'ambiance du studio, c'est pas parfait au sein de Don't Nod. Et peut-être qu'il y a des clashs envers ce que le leadership et les devs veulent au sein de la compagnie, ce qui fait en sorte que là, ils pump out des titres en pu finir et ça crée certains conflits en fait. Report de Insider Gaming de Grant Taylor Hill qui dit Banishers Ghosts of New Eden is being released globally today, emerging as one of the most ambitious games ever created by Don't Nod, once famed for the creation of Life is Strange. However, as a sour overshadow to that milestone, a French gaming union recently published a report talking of critical issues at Don't Nod that are impacting staff and causing rampant internal issues. Uh-oh. In a breakdown by STJV, a French union, countless details were revealed about the inner workings of Don't Nod. It was stressed that the organization is sounding the alarm against the developer, claiming that there are several key concerns impacting staff members at the firm. Contradictory directions being handed down by senior stakeholders. Deadlines are changing without warning. Employees are being moved sporadically with no long-term vision of projects. Puis il y en a beaucoup de projets, là, comme qu'on a dit au sein de Don't Nod, là, ils ont sorti 3 jeux en dedans d'1 an. Là. Teams have been left out in the cold by a grueling reorganization. It was claimed that a significant number of ill-being and sick leaves have been taken by staff working at Don't Nod. In terms of decisions being made at the highest level, it was said that the developers were made aware of Banisher's lengthy delay just 30 minutes before the general public was, highlighting a lack of transparency and erratic decision-making within the company. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça, là. C'est pas pour défendre Don't Nod, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont de la misère avec la communication au sein de leur... à l'interne, en fait, là. Tu sais, le nombre de fois, admettons qu'on parle de layoffs puis qu'on entend parler comme quoi que les employés ont même pas été informés, ils l'ont su genre via Twitter, genre. It was also said that the team developing Descent, which was released in October of 2023, was shut down and dispersed following a failure to meet commercial expectations. C'est genre le meilleur jeu qu'ils ont sorti in so fucking long, Descent. What do you mean they shut down? In an employee survey, it was revealed that 30% of workers wouldn't recommend friends to join Don't Nod, and 50% of employees disapproved of the company's corporate strategy. In a damning claim, the STGV report
stated that management's response to this is to bury its head in the sand and ignore communications issued by the union. Don't Nod has yet to reply to this report. Don't nod and work, bitches. Si boy. Donne-moi un petit instant. Julie? C'est quoi tu fais? Ah, ok. Attendez, je vais juste fermer la porte. Sorry, mais bon, j'entendais genre bidding bedang, je suis comme, qu'est-ce que ma blonde a fait? Genre, il est 10h le matin. Oh là là. Fait que ouais, c'est intéressant de voir tout ça au sein de Don't Nod là. Est-ce que là, avec ce rapport là du syndicat, ils vont comme calmer leur rollout de jeux? Parce que pour vrai, man, c'est ridicule là. Il n'y a aucun développeur dans l'industrie qui pump out autant de jeux que eux. À part peut-être genre Game Mill Entertainment, mais c'est pas eux qui les développent là, c'est eux qui les publish. Mais ouais, comme relax là. Puis ça va déjà pas bien. Tu veux pas brûler tes employés avec 10 000 projets non plus. Je sais que money is a driving force dans l'industrie ou dans n'importe quel business. Mais tu sais, je pense pas qu'en sortant 3 projets en 1 an, tu vas sauver les meubles puis générer plus d'argent pour ta business là. Relax. Fait que ça va être intéressant de voir et de suivre tout ce qui en suit du côté de Don't Nod. C'est comme le tant mieux. Banishers is a good game. Il a des bons scores. Mais tu sais, imaginez si ce jeu-là était de la merde. Il était sorti et c'était genre un 4 out of 10. Et là, ce report-là sort comme quoi que ça va mal à la shop au sein des développeurs. Il mangerait une petite claque là. Fait que je pense qu'il en mange quand même une avec ce report-là, mais. Là, c'est ça. Faut que le syndicat, je pense qu'ils mettent plus de pression au sein des gestionnaires parce que c'est eux qui semblent être problématiques au sein de la compagnie. Parlant d'un jeu de merde, Atomic Heart Trapped in Limbo. C'est un DLC qui sort aujourd'hui et je l'ai mis dans le lot de nouvelles parce que j'ai vu le score de IGN et j'ai juste ri. Fait que j'étais comme, ah ouais, it's that fucking bad. Pourtant, ça va l'air cool. Fait qu'on va écouter ce que Luke Riley a à dire sur le DLC du jeu préféré de Last Year de Drix. Je sais pas si Drix est dans le chat ce matin là. Ah, il est là! Let's go! Fait on le summon avec du Atomic Heart Discussion. Fait que yeah, Trapped in Limbo, on regarde en quoi ça consiste. Atomic Heart's Trapped in Limbo DLC is colourful and eye-catching, and I hated every minute of it. I certainly felt trapped in a mobile game-inspired expansion that's repetitive, frustrating, and a chore to complete. I really found myself in a pickle. Anything but this. As someone who enjoyed Atomic Heart Qu'est-ce itself, qui est arrivé? great deal last year, and found several things to like about the previous DLC, I am genuinely baffled at how actively I do not want to play Trapped in Limbo ever again. Your hand! While Atomic Heart's first dose of DLC, Annihilation Instinct, explores what happens after the shorter of the main game's two unfulfilling endings, Trapped in Limbo picks up in the aftermath of the longer one. Respecting and expanding upon both endings is an interesting and commendable approach, even if having these add-on DLC chapters flopping from one ending to Mais the c'est ça, other c'est comme ça a l'air d'être un one-off, ils ont eu du fun, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant bad? In this conclusion, P3 is left in Limbo, a dream world for the subconscious that he was previously sent to during the main campaign, while the collective network controlled his body. Unfortunately, unlike the visits to Limbo during the core campaign, which were creepy, quirky, and used in brief bursts, Trapped in Limbo drastically overstays its welcome and goes all in on just a couple of gameplay mechanics that are repeated ad nauseum until I was thoroughly nauseated. It could drive you limb bonkers. For clarity, it only goes for a few hours, which is entirely fair for a low-priced DLC add-on. The levels are just not enjoyable, so they drag. Everything here really could have been edited into a short prologue level to illustrate P3's return to the real world.
The majority of what's here is just padding. Okay, Limbonkers is funny. The first and worst are the sliding levels, which function similarly to Counter-Strike's surfing, which, if you're not familiar with it, is a long-running mod scene for Counter-Strike that embraces a physics quirk and is based around sliding down sloped platforms. Trapped in Limbo's sliding levels are finicky trial and error affairs, and they go on and on and on. I can see no other reason for the percentage complete bar at the top of the screen other than to reassure us that there is indeed an end to this torment if we can persevere to it. There's just something off about the way it feels, and I was never able to get a good gauge on how to consistently get the right amount of air off the end of each slide segment. It has nothing to do with jumping because you can't. It's all about the angle, and yet getting it right is not always possible thanks to the huge spiky obstacles. It's like playing Tony Hawk with a broken ollie button, and the half pipe is mined. I didn't feel a sense of satisfaction getting to the end of these sliding levels, only relief that they were done and I wouldn't have to do them again. That's it's all avec le score, man. C'est comme... I associate with having a good time. C'est un bad score là qu'il a donné. Accompanying the two sliding levels are a pair of climbing ones, which focus on first-person platforming, although they also include aggravating sliding sections. Parce que même avec ce qu'il dit, rien match avec le score qu'il a donné. A lot more in line with the moments of first-person puzzle platforming present in the main game, and they're certainly a little more straightforward. For instance, it's quite forgiving when it comes to landing on tiny cubes and detecting clambering opportunities. That said, I still had times where I was cursing the sloppiness of the jumping on a timing-based trap, or reloading my last save after falling into an area it didn't appear I was supposed to have been able to get into. Like the sliding levels, I have no desire to play these again either. If you're wondering why we haven't discussed combat yet, it's because there really isn't much of it beyond a few arenas. Enemies are largely edible reskins of the ones in the main game, but despite the small cachet of sugar-coated candy cannons at your disposal, the combat is anything but sweet. I get P3 is living in a dreamland here, but it just has none of the punch or metal-rending mayhem of the main campaign. Moi non plus, je trouve pas que ça a l'air si bad que ça, là. Sometimes Limbo surprises even me, and I've seen a lot. The fifth and final level of Trapped in Limbo is the weirdest of all, and that's saying something in a universe where the main character's dead wife is actually two 8-foot-tall ballerina robots. It's an endless runner. The level actually does have an end, but as long... What? Y'all mean an endless runner from final level DLC. Okay. Long enough to feel like it doesn't, and not in a good way. I get that this version of Limbo is a weird place where anything's possible, but an endless runner as Atomic Heart DLC is a little like having a band you like coming out for their encore and humming a nursery rhyme. Not quite what you'd expect, and you'd probably walk out. Maybe he has a point, but it's a bit over the top. I haven't seen anything like that before. What does he want from us? Atomic Heart Trapped in Limbo may be wild and wacky to look at, but playing it is a huge disappointment. Beginning as a candy-coated version of Counter-Strike's surfing and ending as an exhausting Temple Run clone, this DLC add-on stretches its limited ideas into an equally limited set of levels that seem to get less fun the longer they go on. Much as I appreciate the idea of expanding on both of the main campaign's endings, this is the... Dude, ils ont donné un 3 sur 10, man. Comme on est dans le pas Skull and Bones, Skull Island Rise of Kong, je me trompe dans mes jeux. Skull Island Rise of Kong, Walking Dead Destiny's territory, là. Gollum territory as well. Genre... Exact! C'est comme... De tout ce que je vois, y'a rien comme qui... C'est peut-être pas un bon DLC, mais là, t'as dit que c'était un 3 sur 10, là, je pense que c'est une exagération. Là. For more on Atomic Heart, you can check out our review of the main game itself. Yo, 3 sur 10, là. Pour que ça soit un 3 sur 10, faut qu'il y ait de quoi qui ne fonctionne pas fondamentalement, là. Comme au point où est-ce que c'est quasiment pas jouable.
Est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a d'autres monde dans les comments qui pensent pareil? I wouldn't say it was awful, my god, I wanted to go back in Limbo during the base game one more time. I actually agreed on the serving mechanic was rough, but Mundfish did a nice job of a candy land inspired Limbo that was nice to look at. And like the first DLC, I was put it around 6, just my opinion. Why did they decide to make the DLC into an awful platformer? Le reviewer, c'est moi en fait. Ouais, Drix, veux-tu te relancer dans Atomic Heart pour nous donner ton review de Trapped in Limbo? DLC. Est-ce que tu veux te sacrifier pour la cause? Mais c'est ça le problème avec les review groups. Pour lui, c'est un 3, mais pour la personne qui veut juste Skull Islands, le DLC va avoir un 5. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Je l'ai mis dans l'autre nouvelle parce que j'ai vu le score sur Twitter. J'ai fait comme. What? 3? Fait que, yeah, c'était juste pour ça. Rendu là, la meilleure façon de forger votre opinion, c'est en y jouant. Mais, yes, on se fie à ce qu'il a dit. Ça ne semble pas être un bon DLC. Call me Luke, ouais, ton alias. Ton alter ego, c'est Luke Drix. Et là là. Maintenant, si on parle de flop au niveau commercial, un des plus gros exemples de flop commercial last year, les amis, c'était Immortals of Aveum. Et je dis ça parce que le budget de ce jeu-là, 125 millions de dollars. Et je sais pas si ça vous met un peu en perspective l'état de l'industrie, right? Quand tu as des new IP, de nouveaux studios ambitieux qui dépensent 100 plus millions de dollars et au final, le jeu est un flop across the board. Il y a eu des OK reviews si on était dans le range de Banishers, Ghosts of New Eden, à mon avis. On peut regarder sur Metacritic. Aussi la moyenne. Let's see. Immortals of Aveum Metacritic. Ah, c'est plus bas. 69. Je pensais que c'était un peu plus haut. On regarde les autres plateformes, c'est Xbox 76, mais c'était avec 27 critiques là. Fait que ça c'était le Magic Shooter fait par des anciens développeurs de Call of Duty, si je me trompe pas, des vétérans dans l'industrie là. Fait que yeah, it was truly an awful idea to spend $125 million on Immortals of Aveum, former developer says. Reported to Chris Scullion chez Video Games Chronicle, qui dit a developer who worked on Immortals of Aveum has said it was truly an awful idea to release a game of its type with such a large budget attached to it. Surtout que c'est un FPS. Les FPS c'est ultra compétitif là, right? C'est difficile de faire un first-person shooter qui va être capable de rivaliser avec des titres comme Call of Duty et Call of Duty, là, tu sais. Comme Call of Duty a le monopole des FPS parce que ça fait des années qu'il est établi et mécaniquement, là, en termes de contenu, ça c'est une autre affaire, mais mécaniquement, là, c'est comme le meilleur de son genre, là. Comme tu joues à Call of Duty, ça feel great. Le contenu, c'est une autre affaire, surtout avec Modern Warfare 3, right? Le contenu, c'est un peu discutable. Mais reste que Call of Duty, c'est la plus grosse franchise dans le jeu vidéo, puis c'est un first-person shooter. Puis là, de faire un AAA first-person magic shooter pour essayer de comme aller chercher ce public-là, ça marche pas bien. Immortals of Aveum was released on PS5, Xbox Series, and PC last August, and was met with reasonable review scores with a Metacritic score of 70. However, the following month, developer Ascendant Studios laid off nearly half of its staff, with its CEO later saying it was down to poor sales during a crowded release window. C'est vrai aussi qu'il est sorti dans une période quand même assez achalandée au mois d'août, là. Armored Core s'en venait en même temps. Il y avait Blasphemous 2 qui est sorti la même semaine. Je peux back up, là. Je vais aller dans le calendrier, là, parce que je vais pas dire de la merde non plus. Si on regarde le août 2023, on avait Marble It Up Ultra. Oui, non, c'est cette semaine-là. Il est sorti le 22. Fait que t'avais WrestleQuest, t'avais Blasphemous 2 Firewall Ultra,
Armored Core, Fires of Rubicon la même semaine. La semaine d'après, t'avais Sea of Stars. Je pense que le Early Access de Starfield commençait aussi dans cette période-là. Là. Fait que ouais. Pas le meilleur timing en termes de sortie. Niveau marketing aussi, je pense pas que c'est un jeu qui a eu une grosse campagne de marketing. Puis aussi, on va se le dire. Là. Le nom est à chier. OK? Le nom est juste horrible. Immortals of Aveum. Arrêtez d'appeler vos jeux Immortals something là. Ça marche pas. Ça a pas marché avec Immortals Phoenix Rising. Ça va marcher avec ça. Arrêtez. Là, il y a quoi? Il y a 13 Immortals aussi qui s'en vient là. Comme scrap des Immortals. Ça fonctionne pas. Mais vrai, Immortals of Aveum, je trouve que c'est un nom horrible. J'ai aucun souvenir de ce jeu-là. Mon cerveau a juste enregistré que c'est pas pour moi et le skip. C'est aussi dans une période où est-ce que j'ai pas streamé, right? La période de août. Fait que vous avez pas eu de la couverture de ça. Fait que ça peut ça a sûrement influencé les ventes. Oh là là. Now in a new report on IGN, an anonymous former employee of Ascended Studios said the game cost around $125 million in total, and that making a single player game, with that budget was asking for failure. At a high level, Immortals was massively overscoped for a studio's debut project. They claim the development cost was around $85 million, and I think EA kicked in $40 million for marketing and distribution. What? Distribution and marketing 40 millions? Puis si je me fie aux impressions des gens dans le chat, personne n'avait notion que ce jeu-là sortait, là. Tu sais? Genre, Helldivers, tu comprends? You're gonna have hell of a ride. Immortals of what? Hein? J'ai une idée de nom pour un jeu. Phoenix Islands, Rising of the Immortals et Tale of Sorrow. Tale of Sorrow, ce serait pas si pire, mais c'est quand même très generic, je trouve, là. Je pense que j'avais vu le jeu sortir. C'est-tu lui que tu surfes sur le sable? Non, c'est le Magic Shooter, là. Ça ressemble à Doom un peu, là. Ça avait été présenté dans un truc de Xbox. Non, c'est pas Sable, là. Les films, là, souvent, le coût de publicité égale le budget du film. Ça coûte cher en crise. Mais, effectivement, ce qui est mentionné dans l'article, c'est quand même très vrai, là. C'est le premier titre pour ce studio-là. Ils vont all-in avec 85 millions de budget. Un total 125 millions, là. Comme, commence petit et tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que tu développes, que tu te familiarises avec le concept, etc., tu expandes, genre. Là, c'est comme qu'il dit, c'est demandé pour que ça floppe, là. Parce que là, après, il faut que tu mettes à pied du monde. Puis là, ton équipe est plus petite. Puis là, t'es comme, bon, ben, on va restart from the beginning. On va scrap la propriété intellectuelle qui est Immortals of Aveum. Puis on va aller faire quelque chose d'autre qui a plus de chances de marcher. Tu sais? What is Aveum? Je le sais. C'est fou, là. Sure, there was some serious talent on the development team, but trying to make a AAA single-player shooter in today's market was a truly awful idea, especially since it was a new IP that was also trying to leverage Unreal Engine 5. What ended up launching was a bloated, repetitive campaign that was far too long. A second Ascendant Studio developer who IGN still says is still currently employed at the studio complained that the game ticked a number of boxes that players seemingly want, but still sold poorly despite that. It's not a sequel or a remake. It doesn't take 400 hours to beat, has zero microtransactions, no pointless open world grinding, they explain. C'est quand même vrai. Genre, c'est beaucoup... Il coche beaucoup de causes de ce que les joueurs... Mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment les joueurs qui veulent ça ou c'est le loud minority sur Twitter qui bitch and moan par rapport aux live services puis les jeux qui sont trop longs puis etc là, tu sais? Although not everyone loved it, it reviewed pretty well, currently sitting at 74 on OpenCritic and mostly positive on Steam. No one bought it. Encore une fois, on va aller checker Steam.db. Ce n'est pas représentatif parce que le jeu est disponible sur d'autres plateformes, mais ça peut nous donner un petit aperçu
Oh my god! It's worse than I thought! What? Peak all-time de 751 personnes? C'est un single-player game, yeah, hobo. What the fuck, dude? Et le prix? Pour Immortals of Aveum? Oups, comment on fait pour aller voir le prix? C'était-tu un full price release? Ok, c'est ça. $79.99. Yeah. Maybe the price was too high. Là, il est en rabais, là. $31.99. Still too high, à mon avis. Genre, admettons, vous avez une idée pour un jeu, vous faites quoi? Si moi, admettons, j'ai une idée pour un jeu, je l'abandonne. Not worth it. In this day and age. Fuck it, là. I ain't doing shit. Ben trop compliqué de faire des jeux vidéo. Puis comme j'ai dit, c'est beaucoup trop un gamble, là. Je vais pas me ramasser à la rue parce que mon jeu il flop. Surtout, goddamn, surtout qu'il y avait un hype de le hate parce que j'ai été voir du gameplay puis ça a l'air d'un great 7.5 out of game. Yeah, 7.5 out of 10 games. Je dis 7.5 out of game, mais effectivement, là, moi avec, j'étais comme, ah, ça a l'air comme Doom, ça risque d'être nice. Mais tu sais, $79.99 pour un jeu. Tu sais, oui, il y a un gros budget, puis c'est sûrement ça qui a justifié le prix, mais comme. C'est Helldivers, là. Parfait exemple, là, genre. D'un jeu que comme. C'est pas plein prix. You get what you paid for. C'est nice, le gameplay est là. L'expérience est complète. Ça fonctionne. Puis c'est-tu un EA Originals, ça? Originals, Immortals of Aveum, je pense que oui. Publisher Electronic Arts. Je vois sur la page de Electronic Arts. C'est-tu vendu comme un EA Originals? Yeah. C'en est un. Puis souvent les EA Originals, c'est les jeux comme indie, là, right? Les Unravel, les It Takes Two. Là, t'arrives avec un $79.99 asking price pour un EA Indie Originals. Là, je mets des guillemets parce que c'est pas nécessairement un indie, là, mais. Yeah. La barrière d'entrée est haute. Je vais attendre de le voir dans un panier chez Jean Coutu à $9.99. Ça m'étonnerait pas que tu le vois à un moment donné, là. Je dirais qu'une propriété connue, Spider-Man, Wolverine, etc. Un jeu de Deadpool qui brise le 4e mur, ça pognerait peut-être. Ben, c'est sûr que, tu sais, ce qui fonctionne beaucoup dans l'industrie, là, Alexis, même dans les films, là, c'est les propriétés intellectuelles déjà établies. Tu sais, comme Immortals of Aveum, c'est une nouvelle propriété intellectuelle venant d'un nouveau studio, right? Dans un genre hyper bloaté et hyper compétitif qui est dominé par le même jeu depuis fucking 20 ans ou presque, là. Il y avait beaucoup. Il s'est juste comme d'entrée de jeu, n'a pas mis les meilleures chances de son côté, là, tu sais. One of IGN's sources also suggested that while people may call for CEO pay cuts or unionization following news of mass layoffs, sometimes they're just the result of an industry that currently isn't compatible with certain working environments, and that in their opinion, Ascendant didn't actually do much wrong. There's plenty of layoffs due to gross mismanagement and greed. Looking at you, Embracer. Oh, the call out. But there's also plenty that happened because this is a stupidly volatile market that requires mountain of capital to participate in at a professional studio level, they said. For all the things Ascendant did right, paying people well, an entirely remote studio, little overtime until the end, chill environment with lots of freedom to grow, respecting QA, hiring juniors, etc., it did not work out. Ça arrive. Ça arrive des projets qui flopent. Qu'est-ce que tu veux? Ça vous fait juste vous montrer l'état de l'industrie. Ah ouais, ben là, c'était... Cet emote-là. Cet emote à Sweet Baby Boy. Yeah. C'est bien cool. For real, le nom était bad. Je pense que c'est un gros downfall du jeu. Yeah.
Marketing, là, il y a 40 millions, puis vous dites que vous avez même pas eu conscience que ce jeu-là sortait, là. Il l'a upload hier soir, on a attendu 2 heures, puis c'était pas approved, damn. Il y a pas le partner privilege, sadly. Maybe one day. Maybe one day. You never know. C'est nice que j'upload. J'avais pensé à des emotes animés hier. J'avais une emote de Phil Spencer qui slidait, genre. Mais je pense que je peux la mettre live. C'est Phil Spencer qui slide avec sa face qui sourit. Puis l'autre, c'était le dude de Nintendo Direct qui bow. Parce que je me suis dit, on est sur le Nintendo Direct Watch. Ça serait accurate de mettre un emote pour le Nintendo Direct. Mais je pense que je peux faire ça live là, pour celle de Phil Spencer, vu que je l'ai dans mes dossiers. Hang on. On va faire ça on the fly right now. Use that partner privilege. De pouvoir instantanément mettre une emote. Fait que là, si je fais ça ici. Easy animate, ok. Là, je m'en vais dans mes vieilles emotes. C'est nice. Je dis tout ce que je fais, mais je vous le montre pas. Where is Phil? There he is. Are you happy? Je vous le montre là. Un emote de Phil qui fade out en logo de PS5! Puis là, Twitch c'est en croisade avec les emotes à caractère sexuel. Voyons, c'est non bien long. Upload. Moi, je voulais. Ok, slide out avec Phil. Ça marche-tu? Attends, je peux pas l'écrire. Je peux pas écrire Phil. Bon, Xbox. Wait, on a-tu déjà une emote de Phil Spencer? Je suis cave puis je repose la même emote que j'ai déjà. Non, hein, on l'avait enlevé. Je sais pas pourquoi ça upload pas là. Twitch est slow ce matin que je vais essayer une dernière fois. Sinon je le ferai après le stream là, c'est pas tant grave. Ouais, là, et puis là, je veux pas les GIF images, je veux all images. On pourrait remettre Michel, man. Michel in shambles. Dot GIF. Ah, c'est peut-être parce que c'est pas un dot GIF, mais en même temps. Easy. Ah, peut-être c'est ça. Easy animate. Ok, attends, on va réessayer. One last time. Does it work? Ok, ben je vais le faire après le stream là. On perdra pas plus de temps là-dessus. Ça a pas fonctionné. Alright, what we have next dans notre lot de discussion. Rise of the Ronin qui ne sortira pas en Corée. Intéressant, intéressant. Sony Interactive Entertainment Korea announced that Rise of the Ronin will not launch in Korea. Director Fumihiko Yasuda made a statement glorifying Shoin Yoshida, a 19th century thinker who advocated Jeongan theory, a theory of invasion of Joseon. What is that exactly? On est en train de lire des articles de Wikipédia qui parlent de trucs qui sont passés en 1627. Dans la péninsule de la Corée du Nord. Fait que le réalisateur a fait un commentaire là-dessus. Puis là, le jeu est sorti. What? I am so confused. Attendez, je vais aller. J'ai vu que Insider Gaming ont fait un article là-dessus. On va le lire directement là, parce que là, ça me demande de traduire une page en Corée. Rise of the Ronin has been cancelled in South Korea.
This has been claimed that Rise of the Ronin, the upcoming PS5 exclusive, will not be released in South Korea next month when the game launches globally. This is reportedly due to the controversial comments made by the game's director at Team Ninja, Fumihiko Yasuda. Owning to political animosity between South Korea and Japan, these inflammatory comments have pushed Sony Interactive Entertainment to block Rise of the Ronin from launching in South Korea. In a behind-the-scenes making of video, Fumihiko Yasuda reportedly glorified a Japanese scholar, Yoshida Shoin, and compared him to Socrates. This is controversial because Shonen promoted a theory that spoke of Japan conquering Korean lands to strengthen its position in the region, otherwise known as the Gyeongan theory. This has drawn backlash from the Korean gaming community, prompting SIE Korea to seemingly block the launch of the game in its country. C'est quand même assez random. Mais on s'entend que la Corée, comme they're doing their own thing, c'est très différent. La vision là-bas est très différente, right? Fait que s'ils trouvent que c'est pour le bien-être du jeu ou du pays, whatever, comme go for it, mais je lis ça pis je suis comme ok. It is no longer possible to pre-purchase Rise of the Ronin on South Korean accounts on the PS Store. In an article published on vdom.net, one Korean gamer was quoted saying, Sony Korea made a good decision. I won't even look at Team Ninja games in the future. Mon Dieu. Ok, nous, tu chantes une chanson? Ok, regardez, guys. Ok, on va montrer au chat comment qu'on fit aujourd'hui. Hey, regardez ça! On est des brothers! Moi aussi, je suis orange, coquinou! Fais hâte à Wolong 2 de Neo Open Zone. Messieurs, tu viens animer le show avec moi? On est pareil. Fait que ouais, quand même bizarre que Rise of the Ronin est cancellé en Corée. Ce chat, il veut mon fil. Il veut mes cordons de hoodie. Checkez-les. Checkez-les. Arrête de mordre le fil, maudit fou! C'est pas un jouet! Fucking cat. Gossant ce matin, là. Prochain report qui vient de Insider Gaming. Est-ce que vous vous rappelez de Lego 2K? No! Apparemment, announcement coming soon. C'est dans la lignée là, de Lego 2K Blank, right? L'année passée, on a eu Lego 2K Drive. On a Lego 2K Goal qui s'en vient, donc un jeu de soccer avec un visuel de Lego for some reason. According to a new post from Twitter user Curacasis, an announcement for Lego 2K Goal could potentially be right around the corner. Curacasis has been a reliable leaker for many previous titles. Recently, they successfully reported the title Sonic X Shadow Generations ahead of the official announcement. Curacasis also added that Lego 2K Gold is planned to be released around Euro 2024. This appears to refer to the UEFA Euro 2024 football soccer tournament. Last month, UEFA confirmed that Euro 2024 would kick off in June of 2024. However, matches will run for a while, so Lego 2K Goal would have plenty of time to tie in with the tournaments. Fait que, post en question qui dit I just woke up and well that escalated quickly. LOL to keep it simple. I don't know if 2K is making a new FIFA game. It's an old rumor. I wanted to tell you that Lego 2K Goal announcement is right around the corner and it's planned to be released around Euro 2024. Dans le fond, c'est ça le jeu de FIFA. Right? Maintenant que EA ils sont dissociés de la FIFA, ils font EA Sports FC. Fait que là, FIFA est comme hey! On n'a pas abandonné notre projet de sortir un jeu avec le nom FIFA dessus. This is it right here. Je pense pas que c'est le cas. C'était une petite blague. Mais imaginez là. La compétition pour EA Sports FC va être un jeu de Lego de soccer. Là. Legit, mon chaton, back then, a juste sélectionné mon fil d'écouteur comme ça.
Il est tout de même un peu plus poilu que toi. Ouais, ok, sure. Continue de rire de mon facial hair, là, c'est correct. Till the day I die, ça va être de même. Lego 2K Gold was previously spotted in a listing on the PlayStation Store in November of 2023. However, PlayStation has not officially confirmed anything about the game yet. PlayStation appeared to post the listing too early. Puis c'est pas la première fois qu'on parle de Lego 2K Gold. J'ai l'impression que l'été passé, on en parlait là, quand que le jeu avait été rapporté par je sais pas quel outlet, là. Mais ça s'en vient là, pour les fans de Lego et de soccer. Yeah, mais si tu fais pousser 2 mois, je peux pas croire. Ça va être all over the place. I don't want to deal with this. Regarde. Je préfère dealer avec des annonces de delays. The Thaumaturge est reporté en mars, les amis. Il était censé sortir, si tu regardes le calendrier, il sortait, je pense, la semaine prochaine. Ouais. Le 20 février. Fait qu'à une semaine de sa sortie, le jeu est reporté. Eurogamer rapporte The game is complete, but we want to give it space. Fait que, ouais, semaine prochaine aussi, c'était une grosse semaine, là, en termes de sortie. On regarde vite. You got Nightingale, Early Access. What else? Ouais, pas grand chose finalement. le DLC de Splatoon sort next week. Yo. Faut pas count that out. C'est plus la semaine d'après là qu'il y a des jeux comme Final Fantasy VII Rebirth, Brothers A Tale of Two Sons Remake. Ah, tu vois, là j'avais listé No Rest for the Wicked Early Access, mais on a parlé hier comme quoi que ça a été delayed en loin 2025, le fiscal year 2025, fait qu'on a just deleted right now. Fait que yeah, The Thaumaturge, si je me trompe pas, c'était genre un jeu de stratégie, something like that. Fait que le 4 mars pour ce titre-là, on va le changer tout de suite. Dans le calendrier. Writing on social media today, publisher 11-Bit Studios said it had actively chosen to delay the game due to February's busy launch period. This month's release includes Ubisoft's Skull and Bones and Final Fantasy VII Rebirth. J'adore le fait qu'on mentionne Skull and Bones. The game is complete, but we want to give it more space so it can be enjoyed the way we believe it deserves, the publisher wrote in a post on X. See you in 1905 Warsaw and thank you for your patience. C'est pas la première fois qu'on voit un jeu être reporté parce que la période de sortie est juste trop achalandée, là. The Thaumaturge is the work of developer Fool's Theory, a collective of AAA veterans whose work include open world RPG 7, The Days Long Gone, and the in-development remake of the original Witcher for CD Projekt Red. Officially unveiled a year ago, the Thaumaturge was revealed to be an isometric, story-driven RPG. Okay, fait que c'est pas un strategy game. With a focus on character development and investigation mechanics set in a supernatural version of early 20th century Poland. Its story touches on the historical context, Poland's annexing by Russia, with a supernatural twist that of a spiritual world driven by powers concealed beyond the comprehension of ordinary men. Okay, yeah. Delayed at next month. Skull and Bones, c'est-tu juste online? Crois pas que t'aies besoin d'une connexion en ligne pour y jouer, mais je pourrais pas te confirmer, Alexis. Faudrait que je l'essaye maintenant que j'ai le full game là, d'installer sur ma Xbox. Faudrait que je test it out. Mais yeah, c'est un live service, mais admettons t'as pas de connexion internet, tu peux quand même y jouer. C'est juste que tu pourras pas voir comme les autres bateaux naviguer là. C'est, je sais pas. Sûrement que Google peut répondre à ce questionnement-là, là, mais pour vrai, je le sais pas. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui a une emphase en ligne, là, veux pas, fait que yeah. Dans d'autres reports de delays, mesdames et messieurs, Earth Defense Force 6, la sortie, I guess, nord-américaine, c'est western, fait que la sortie à l'ouest du monde est reportée à cet été. Fait que c'est rare que des jeux qui sortent, mettons, au Japon, là, ont comme plus la même date de sortie que
en Amérique du Nord ou même en Europe. C'est l'industrie comme s'est adaptée à genre les traductions, localization, tout ça. C'est parce qu'avant il y avait des jeux qui sortaient mettons au Japon là, avant je remonte genre à des années dans les années 90 là, parce que t'avais un jeu qui sortait au Japon 6 mois avant sa sortie en Amérique du Nord là, ou peut-être j'exagère mais comme quelques temps avant sa sortie en Amérique du Nord là, on est pas mal day and date peu importe le territoire là. Mais pour des jeux comme EDF6, ce n'est pas le cas. Earth Defense Force 6 now launches in the West this summer, D3 publisher has announced. The third-person action shooter already out in Japan was set for launch in the West this spring, but will now release this summer. That's for PS4, PS5, and PC via Steam. There's no launch planned for Xbox or Nintendo Switch. Developer Sandlot and publisher D3 Publisher have decided to extend the launch window to add finishing touches and finalize preparation for its Western launch, reads a joint statement. Here's the official blurb. In the year 2025, humanity won the war against the unknown invaders known as primers, and peace returned to the planet. As a result of the conflict, 90% of Earth's population was destroyed, and civilization was on the brink of collapse. Earth Defense Force picks up 3 years after the events of Earth Defense Force 5 in the year 2027. Fait que je sais pas s'il y a des fans de EDF in chat. You'll have to wait a bit longer pour pouvoir y jouer ici. Au 6e jeu dans la série. Ça dit que non, pas de offline. Dans l'alpha, ça fonctionnait sans payer du online, mais c'était alpha aussi. Ça va être bon ça, Alex? Tu dis EDF? Alright. C'est toi qui le sais. C'est toi le connaisseur. Damn, mais déjà 10h52. What the fuck? Where has time gone? Et justement, avant qu'on prenne notre pause, the plot thickens, les amis, pour toute la couverture, là, le bordel du gaming d'été. Parce que, comme vous le savez, E3 is dead. On a creusé sa tombe plutôt last year. En fait, le cercueil a été cloué, man. C'est fini. E3 is dead. Jeff Keighley l'a tué. En fait, non. E3 s'est un peu tué lui-même. En même temps, quand t'as des présentations comme fucking I forget the name, Intellivision, right? Au E3, c'est ça, ça nuit un peu à ta réputation. Mais juste, les temps, le temps là, l'industrie a évolué. Les moyens de communiquer ton information ont évolué et ont changé davantage à cause de la pandémie. Là. La pandémie a vraiment été le clou dans le cercueil de E3 à mon avis. Fait que là on a des événements comme le Summer Game Fest, hein, les PlayStation State of Play, les Xbox Bethesda Showcases qui remplacent le tout. Mais là, IGN a décidé de tenir son propre event en présentiel à Los Angeles durant la période d'été. Donc, today, IGN has announced it will host IGN Live as an in-person 3-day fan event in Los Angeles this summer featuring gaming and entertainment creators, developers, publishers, and enthusiasts. Sounds a little bit like E3 to me, les amis. J'aime ça avoir une conférence de 1h30 sur Comcast. Coverage mask. Hey dude, ça a tellement coûté cher. Dans la fois, je suis allé à LA pour couvrir le E3, qui était la seule fois que j'ai couvert le E3. Là. Not worth it if you ask me. The event will take place in early June, and while official exhibitors are expected to be announced in the coming weeks, for now it promises to include world-class talent, parties, networking opportunities, and unique attractions from a curated list of leading exhibitors across gaming and entertainment. It will include live IGN shows, tournaments, first looks at new releases, and panels featuring headliners from games, television, movies, and more. A portion of ticket sales will go to charity via Humble Bundle. Mais l'affaire qui arrive, c'est que c'est ça. Je pensais qu'on avait comme réalisé que les événements en présentiel, c'est plus nécessaire. C'est plus worth it financièrement, là. De comme dédier. C'est sûr, ça dépend comment c'est amené. Là. J'imagine si c'est amené un peu style Summer Game Fest, c'est plus low-key. Right? C'est pas comme des booths à des milliers de dollars. Là. Ça pourrait fonctionner. Mais tu sais, Summer Game Fest fait déjà ça. Fait que là, c'est quoi? C'est IGN puis Jeff Keighley vont compétitionner contre un puis l'autre. Là. Comme pas trop sûr de tout ce projet-là. Là.
Mais là, c'est différent, tu ferais pour la VIICTIIMINUTE. Mais for real, fuck that, va en Allemagne pour le Gamescom à la place. Ce serait ambitieux, ça là. IGN Live will serve as one component of IGN's annual Summer of Gaming events, which has been running in digital format since 2020 and has historically included a number of gaming announcements, celebrity appearances, interviews, and other presentations. In addition to the in-person event, IGN Live will also stream its presentations over console, mobile apps, and on IGN channels. Tu sais, il y a aussi, c'est qui les partenaires qui vont s'associer à IGN? Parce que Jeff, right? C'est lui qui fait les Game Awards. Jeff a quand même un gros public, là, un gros reach en termes de ce qu'il fait. IGN aussi a un gros reach, mais comme ça reste IGN, right? Ils ont peut-être pas les connexions là au sein de l'industrie. J'imagine qu'ils doivent en avoir une couple, là, ça reste IGN. Mais tu sais, comme Jeff, j'ai l'impression que lui, il va vraiment comme person to person aller voir les développeurs ou rencontre les gestionnaires au sein des studios pour avoir des opportunités de mettre en vedette certains jeux dans ces événements. Peut-être que IGN fait la même chose, j'ai aucune idée, mais je sais pas. I'm not too sold par rapport à tout ça. IGN ont même pas eu. Ouais, c'est ça. IGN ont même pas pu avoir de clés pour Suicide Squad. Tu sais. Est-ce que la réputation de IGN va nourrir justement aux partnerships qui vont être capables de sécuriser pour cet événement-là? Seul le temps le dira, mais yeah, je sais pas. Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a deux événements pareils qui vont avoir lieu pour remplacer le fait que E3 n'est plus avec nous. RIP E3. Fait que yeah. That's the IGN live event pour cet été, les amis. Sur ce, on va prendre notre première pause, en fait notre seule pause publicitaire. Je dis tout le temps première, comme si j'allais prendre une autre pause dans le stream, mais j'en prends tout le temps juste une, puis that's it. On va prendre une pause publicitaire, on va faire quelque chose de différent ce matin pour la pause publicitaire. J'ai pensé à ça ce matin, je pensais que c'était une bonne affaire, là, parce que oui, les highlights sont nice and shit, mais à un moment donné, là, there can only be so many highlights. Ça fait 7 ans je stream, là, ça va faire 7 ans au mois de novembre. Beaucoup de clips reviennent. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais plugger ma vidéo de justement la première heure avec Airhead pendant que je run le ad break. Fait que vous allez avoir un aperçu justement du contenu sur YouTube. Même pas pire ça. Fait que on va roll le petit message de ad break. Mettre ma première heure avec Airhead. Puis au retour, on va parler de Splatoon 3's DLC, les amis. Fait que apparemment, c'est un bon spin sur le roguelite genre pour Splatoon. Jeu qui... moi, je l'ai bien aimé quand il est sorti en 2022. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas tant aimé ça, Splatoon. Bah, yeah, restez les nôtres. On a ça et plus d'actualités qui s'en viennent dans quelques instants. La VIICTIIMINUTE est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la VIICTIIMINUTE est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VIICTI calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Cette glu, cette boîte-là est censée être... OK.
C'est quoi ça, man? Une genre de larve? Je sais pas. Mais là, j'ai une tête. Oh yeah! Hold the right trigger to air cylinders to refill air and save your ah, c'est pour save la progression. Ok, je faisais le contraire. Ah, ok. Fait que ça save ma progression puis ça me donne de l'air. Fait que là, je vais pouvoir comme faire des puzzles qui sont en lien avec l'air. Ah, ok. Mon air abaisse aussi. Vous voyez pas là? Je peux vous montrer. En fait, je peux pas vous montrer. Mais où est-ce que je cache là sur votre écran? Il y a comme une jauge d'air. You lose air when moving or when head is left alone. Use the white orb to track your remaining air. C'est ça, le white orb, c'est ce que je cache là, littéralement juste où est-ce que je suis dans l'écran là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a autant collé. Ok, pis là, oh shit! Je vole! Let's go! Ok, mais là. Ok, là, on dépense toute cette air là, cool. Ah, je suis trop gros. Faut-tu au moyen genre de deflate puis pouvoir passer? Non. Faut-tu, admettons que je drop ma tête? Et puis là on peut passer. Je drop ma tête, c'est drôle dit de même. Ok. Je suis en train de me demander, fallait-tu que... Wait, si j'ai plus d'air, je meurs? Si je me pisse dans le vide? Je suis encore en vie. Ok, là, si je file ça... Là, je vole. Je peux aller jusque où? Ben, j'ai comme arrêté, mais je peux aller encore plus haut. Oh non, il y a une limite. Ok, ça servait à quoi d'abord d'aller là? Peux-tu me pencher? Je peux-tu... Ah ben tabarnak! Ça c'est wise mon gars. Oh! So close. Ah oui, la tête elle roule toi. Carrying head can make life difficult since grabbing high ledges and pulling objects takes both hands. Yeah, you don't say. Là, je vais drop la tête. Et là, me faire un petit chemin. J'ai droppé ça dessus. Not what you want. On fill the air. Ok. Nice, ok. J'aime la petite mécanique. C'est très unique. Alright. We are back, les amis. Transition. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire comme ad break. Vous avez eu un petit aperçu de Airhead. Fait que je risque d'expérimenter un peu plus avec ce format-là. Là, quand j'ai des nouveautés à vous présenter. En termes de nouvelles sorties. Sur ce, let's talk Splatoon 3. Parce que là, gros preview coverage est sorti pour le DLC de Splatoon 3 qui sort la semaine prochaine. Splatoon 3 Side Order, qui est un roguelite game mode qui va être ajouté à Splatoon. Fait que j'ai la couverture de GameSpot à ce niveau-là qui dit Splatoon 3's take on a roguelite is a perfect addition. Let's take a look at all of that. Splatoon's main draw is its multiplayer, but I have always been a huge fan of its fantastic, rather overlooked single-player modes. Free the DLC? campaigns for No. all three games are great, particularly Payant. Splatoon 3's. Some you I come love in an Salmon expansion Run, pass for as well as the Splatoon, excellent Octo expansion for Splatoon 2. And now we are getting Side Order. À moins que j'ai manqué a new l'information que c'était expansion for gratuit, là, Splatoon 3 mais... that takes the core fundamentals and applies it to a roguelite, which is apparently just the hot new thing everyone is doing right now, with games like Hitman, God of War, and Last of Us Part 2 getting the same treatment.
I got to spend a little over an hour hands-on with it, and surprise, Je pense que oui, surprise, Hobo. it's pretty good. You're gonna Side make me Order is a reinstall sequel of sorts Splatoon? to Splatoon 2's Octo expansion. You play as Agent 8, the returning Octoling protagonist, and this time you find yourself trapped in an unknown digital space along with the pop princess icon Pearl, who is now a cute flying robot I drone. mean, c'est basically Returnal for Kids. C'est une bonne façon de l'amener, effectivement. J'avais pas pensé à ça, Each floor is a Hobo. random challenge with bosses on the 10th floor and death taking Returnal you all the way for back to the Kids. start. So, you know, a roguelite. The first thing that stood out about Side Order to me is its really striking look that immediately separates it from the rest of Splatoon. Everything is this colorless off-white, which oddly reminds me a lot of the later areas in Nier Automata. It's one of my favorite visual interpretations of a digital space, and it works beautifully here in Splatoon since you get to paint it with this gorgeous sparkling pearlescent ink. Splatoon has always had an excellent aesthetic, and Side Order is no exception. The floors themselves are small arenas that have objectives like securing and holding zones, destroying portals that enemies spawn out of, or pushing an orb to a designated point. They feel like bite-sized objectives, mixed with the wave-based nature of Salmon Run, where enemies flank you on all sides while you complete your objectives. It's frenetic and fast-moving, and if you aren't on top of crowd control, things can get overwhelming quick. Some of the challenges Oh wow, can c'est really un get your heart racing, DLC! but they never Exactement ce que outstay Drix your welcome. disait que Most personne early allait floors dire. can be completed in around Take that, 30 motherfucker. seconds to a minute, which really keeps things moving. C'est comme You avec also get a lot of Atomic choice Heart. when it comes to how you want Oh to wow, tackle Atomic the Heart tower. DLC? Before you go to the next floor, you get to pick from 3 different options, which not Oh. only vary in room layout and objective type, but also difficulty. The rewards are also Intéressant. different, which feeds into Side Order's take on player builds, color palettes. At the start of your run, you are given a blank color palette, which you will then fill with colored chips. These chips are how you build out your Agent 8, offering passive and active bonuses. There are chips that enhance your weapon, mobility, and even your Pearl drone. You get to see which chips are rewarded when picking which Yeah, floor you effectivement, like. gentlemen. So, while you Moi, could comme j'ai always dit, j'ai just bien aimé take Splatoon the easy 3. Ça me donne raison de le instead, réinstaller I pour would vrai. focus on what color chip I would receive and take a potential risk for a big reward. I chose to focus on chips that would keep my ink from running out as quickly, since that's always a major balancing Il est act in combien, le Splatoon, and DLC? having Attends, on more va ink checker. is always better. I'd then get chips that up to the damage enemies could take 30 while piastres. swimming in my Je le file en so moins now que I ça va être have 30 more ink to piastres. throw on the ground, and I could take out enemies without having to directly touch them. It was a simple combo, but it already got the gears turning in my head about potential builds. Chips are color-coded based on what they do, so it's easy to build out, and it's fun. Ok, la expansion pass de Splatoon est 37$, mais tu peux-tu juste acheter le side order? View all downloadable contents. Parce que le Inkopolis, ça m'en calisse un peu, là, tu sais. Si je peux juste acheter le DLC de side order, c'est fine. Mais pour l'instant, semblerait-il qu'il l'a pas. Fait que je sais pas si tu peux l'acheter tout seul. To see how the different chips stack on each other and play with your chosen weapon. For example, a member of the Nintendo Treehouse showed us a floor 16 Va falloir un build vrai using Zelda the avec un mode Charger, roguelite. Splatoon's version of the sniper rifle that requires you to charge it for more powerful shots. Je sais pas si ça fonctionne avec Zelda, The là. charge was almost instantaneous, letting him fire off this high-powered rifle like it was an automatic shotgun. It looked completely broken in a deliberate OP kind of way, and that's the sort of creativity and tinkering that I want to mess around more with. Personally, I was able to make Zelda my way all the way up DLC. to floor 16 on my first Ben, run. quoi que le Not bad tower, considering là, that's halfway through. c'est pas vraiment Some floors can be un really rogue, easygoing, like how I was able to un one-shot roguelite an plus orb un from the start gauntlet, right to the là. goal. Pretty proud of that one. Dans But le premier other times DLC the qu'il y a eu de challenge Breath of the really can Wild, sneak là. up on you. I took a gamble on the hardest On a vu comment ça difficulty s'appelle, because là, I mais wanted a particular color chip. ce serait un roguelite And si, I admettons, il paid donnait des the price weapons by getting overwhelmed au almost fur et à mesure que tu instantly by complètes a des huge rooms. mob of Ça pourrait enemies. fonctionner, ça. A perfect run can fall apart in seconds in that classic roguelite fashion that is so frustrating, but also makes you say, alright, just one more run. They also mix in other elements like danger rooms. These add in extra challenges like turning off the lights for low visibility or not letting you move around while in your squid form. Of course, you could simply not pick the danger room,
but if you ignore it for too long, eventually all of your choices will become danger rooms, leaving you no choice but to squid up and face the music. This is a really clever way of forcing a little stress on the player and keeping them on their toes. Now once you do die, your total point score is converted into currency you can spend on permanent upgrades. These are things like adding more lives per run, reducing damage, etc. With more of these upgrades becoming available as you play, so there is a lot to unlock. Now, one of the most important aspects of Splatoon is pour vrai, c'est cher, mais si je peux acheter juste cela à 20$, c'est 20$, je pense que c'est fair. 30$ pour du DLC, là. C'est quoi que ça vient avec 2 DLC? Mais c'est parce que le premier DLC, je trouve pas qu'il vaut la peine. Parce que c'est genre une map qui a rien, là. Gentlemen. The keys themselves are used What's up, to open son? lockers at the base of the tower for helpful items. I like that it encouraged me to not just stick with the good old splatter shot the whole time, but there are some weapons in Splatoon I just do not enjoy using or don't find as useful. We'll see how this works out in the final version, but I can't anticipate feeling frustrated needing to use some weapons I don't really prefer just to earn some keys. Maybe this is where some of the color-coded chip customization can alleviate that strain, like making a sniper rifle shoot at the rate of a shotgun, for example. We'll see. And that leads to the big question surrounding any roguelite. While the foundation is all here, and I had a really great time with my first run, it's hard to say how Side Order will hold up after hours of play and dozens of runs. That's not something we can really know until we get our hands on with the full experience, and I am looking forward to seeing how this plays several hours in. But overall, I came away from my time really excited for Side Order. A roguelite take on Splatoon ended up feeling so natural that I'm kind of surprised it wasn't already a thing, because the pieces have always been there. You got the variety of weapons Splatoon is known for, the enemy variety, hammer, and horde-like nature that comes from là. Salmon Run, and it's all mixed with this very compelling progression system. If you're someone that loves Splatoon, but eventually fell off the multiplayer for other games, Side Order might just be the perfect way to jump back in. I'm excited to see how the final version stacks up when it releases in only a few weeks on February 22nd. Ok. Ça a l'air cool. La question c'est, est-ce que c'est $30 cool, les amis? On a en plus un overview trailer là, que Nintendo a publié ce matin pour Splatoon 3 Side Order. On regarde tout ça pour conclure ce segment. Welcome to Inkopolis Square. This once thriving district now lies abandoned and has been drained of color. After awakening in this world of order, an Octoling, Agent 8, along with Pearl, one half of the musical duo Off the Hook, who is now a drone, must ascend the Spire of Order together. This single-player experience is designed to be replayed over and over again. C'est le principe d'un roguelite, madame. There are 3 things to keep in mind: floor selection, color chip enhancement, and objective completion. Okay. You'll need to repeat this cycle in order to gain more knowledge and reach the top of the spire. This elevator is the only way to ascend the spire. However, you can only go up 1 floor at a time. On each floor, select one of 3 different objectives to complete. Each objective's difficulty and clear conditions will vary, so choose wisely. Choose wisely, guys. Conditions include très important. Destroying the portals from which hordes of enemies appear. Non, Hobo. Moi, chasing and defeating enemies. Aucun problème on my end. Guiding a ball. 0 drop frames. And more.
Once you've made your selection, you will receive color chips. Si c'est un F, c'est peut-être on the end of Twitch. Parce que moi, increasing your firing ça a bugué. Ah, c'est peut-être Twitch. Or raising your damage Twitch qui a blackout. Parce que moi j'ai 0. Over 60 types of color chips can be unlocked. Dude, la musique est different combinations to customize your palette to your liking. est rendue agressante For là. example, you can adjust the features of your main weapon. Activate your special weapon in rapid succession. Or widen the explosive range of your bombs. You can also upgrade the Pearl Drone, who can support you in combat. Encore c'était à Airhead, by the way. Ah, c'est vrai, j'avais changé la catégorie. Je vais remettre talk show. Merci, c'est pas grave. As you ascend the spire, more difficult objectives and enemies will attempt to block your path. Fail to reach the top, and you'll be forced to start over from the very beginning. Genre au Game Awards pour le roguelike de l'année featuring Splatoon 3 puis The Last of Us. You will forfeit all color chips obtained. I mean, DLC peut être nominé, peut être retenu dans les nominations. Use pearls to acquire permanent Comme Max Nevin Shambles. Bon, d'après moi, il va y avoir d'autres roguelikes ou roguelites qui vont sortir au travers de l'année. Faut pas croire. Yeah, vu que c'est sorti pendant les Game Awards, il y a peu comme c'est son heure de gloire, effectivement. Floor selection, color chip enhancement, objective completion. Repeat this cycle and conquer the spire. Dude, la musique, man. C'est intense. In this colorless world and the spire of order, you must contend with many trials and terrors. And at journey's end, what awaits you at the top? Side order. Wave 2 of the Splatoon 3 Expansion Pass paid DLC for the Splatoon 3 game launches on the Nintendo Switch system February 22nd. The Splatoon 3 Expansion Pass is available now on Nintendo eShop. Je suis en train de voir si tu peux l'acheter séparément le DLC là. J'ai trouvé un Reddit thread. Is/will the DLC be sold in 2 separate parts? No, check the eShop earlier. It's 2-in-1 basically, but the 2 waves release at different times, so only have to pay once. No, they're sold together as one bundle, but wave 1 will be released first. That makes sense. It's $5 price difference for what Octo Expansion's price, so it really feels like wave 1 is a $5 cosmetic change, with the side order as a more expensive DLC. They're just bundled together, and I'm thankful it's only $5 more. Okay. Fait que $30 pour Splatoon Side Order ou Expansion Pass. Yeah. Est-ce que c'est cool pour 30$? C'est ça la question. It releases next week. Est-ce qu'on va le check out? Maybe, maybe not. Je sais pas. Ça dépend de mes finances rendues là. And pay demain. Fait que, yeah, Splatoon 3 Side Order qui s'en vient next week. Concernant des chiffres de vente, maintenant, on a des mises à jour sur les Capcom Platinum Titles. En date du 31 décembre, ça a été mis à jour. Donc, si on regarde là, où est-ce qu'on se situe en termes de vente pour des titres comme Resident Evil 4 Remake, 6.4 million copies sold au total. Fait que 1 million de plus versus le dernier update qu'on a eu au mois de septembre. Monster Hunter World est rendu à 11.6 millions de copies vendues. Monster Hunter Rise est rendu, ou Iceborne, j'ai dit World, mais c'est Iceborne spécifiquement. Monster Hunter Rise, 14.2 millions de copies. Damn. Monster Hunter Rise Sunbreak, 7.1 millions de copies. Resident Evil Village, 9.3. Monster Hunter World, 19.6. Resident Evil 2, 13.6. Street Fighter 6, 2.9 million units. Il y a d'autres titres aussi. Legacy Titles. Fait que Monster Hunter World reste
le jeu le plus vendu pour Capcom. Aux côtés de Monster Hunter Rise, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7 et Monster Hunter World Iceborne. Resident Evil 4 là, slowly but surely. En plus qu'il y a eu le Gold Edition qui est sorti la semaine passée avec le DLC, va peut-être booster les ventes pour ce titre-là. Ensuite, on a Granblue Fantasy Relink qui de son côté a vendu 1 million de copies partout à travers le monde. Ce jeu-là a connu beaucoup de succès sur Steam là, à son lancement. De ce que j'ai compris, c'était à cause de la réputation de la franchise Granblue. Il y a eu genre 100 000 personnes en ligne dans ce jeu-là à un point au cours de son lancement. Fait que, yeah, 1 million de copies vendues. Un autre succès pour les JRPGs en 2024 aux côtés de Persona 3 Reload et Like a Dragon Infinite Wealth. Et ensuite, dernier point concernant les chiffres de vente, on a Kingdom Come Deliverance qui aurait vendu 6 millions de copies vendues et il est sorti là 6 ans en plus. Fait que nice milestone pour Kingdom Come Deliverance. C'est ce titre-là. Là. Je le reconnais par sa pochette. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble le jeu. Je pense que c'est comme un RPG. Là. Fait que, yeah man. 6 millions pour 6 ans. Skyrim with no magic. C'est pas mal dit. Good on it. On a vendu autant. Côté trailers, game announcements, release dates ce matin. J'en ai une couple. On a le Dune DLC / expansion pour Microsoft Flight Simulator. Qui est sorti. Comment je dis simulator? Microsoft Flight Simulator, en particulier. Qui sort aujourd'hui. Je savais même pas qu'il sortait aujourd'hui. Je l'ai même pas dans mon calendrier là. The fuck? On regarde la bande-annonce pour ça. Man, réalisez-vous qu'on approche la sortie de Dune Part 2 au cinéma? That's gonna be good. Fait que tu te promènes. Il y a du sable. C'est juste ça. On va avoir un giant sandworm là, qui va pop out of nowhere. Yo. Free expansion en plus. Dans le monde réel. C'est un petit vol Montréal-New York. Avec, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la libellule, on va l'appeler. La libellule de Dune. Fait que ça, c'est out today, gratuitement, les amis. Est-ce que l'enragé va y jouer? Je pense pas. En plus, ça l'intéresse bien. Prochain trailer, Ready, Steady, Ship. Qui est un autre spin sur tout le genre overcooked type games, avec un jeu avec une emphase couch co-op, mais cette fois-ci, it's all about shipping some boxes. Pas de date pour ce jeu-là. La première est à Paris, c'était hier, ça a l'air que c'est hallucinant. Aussi hallucinant que Madame Web. On s'en change dans quelques instants, Alexis. Belts, cranes and automobiles, ok.
Le key art est vraiment laid. I'm sorry, là. Le jeu a l'air cool, mais le key art est dégueulasse. Et dernier trailer que j'ai pour vous autres, c'est Cavern of Dreams. Là, de ce que j'ai compris, c'est un old ass game qui s'en vient sur Switch. Déjà sur PC. Ça sort le 29 février. Genre un 3D platformer. Ok, non, c'est un N64 inspired platformer. Old ass style game. Qui s'inspire de Banjo and shit. Moi, je vous envoie Dune en WeTransfer anytime. Je l'ai déjà écouté, Alexis. Es-tu fier de moi? A blast from the past. Fait que c'est pas un remaster ou un port, c'est vraiment juste on a fait un jeu inspiré par des jeux de plateforme de la Nintendo 64. I mean, it looks the part. Il est dans la wishlist. Ah oui, t'as pas compris. Ok, Cavern of Dreams. On the Switch le 29 février, les amis. Côté divertissement, on va commencer avec le headline de la journée, ou de la semaine même. Il y en a qui pourraient dire. Est-ce que Madame Web est bon? La réponse... Fuck no! La moyenne sur Rotten Tomatoes est de 23%. Ça date de quelques temps maintenant. On va aller checker si ça l'a updaté. Qui aurait vu ça venir? There you go, je l'ai dit comme du monde. Qui aurait pu le prédire? Yep. Alors là, ça a baissé 21% avec... non, 23% avec 40 critiques de listés. Alright. Je sais pas s'il y a des critiques vidéo. On va aller checker sur YouTube vite là. Je fais ça un peu off the cuff, mais critiques ont lifté, ou l'embargo a lifté tout à l'heure. Let's see. Madame Web Review, it's Morbin time. Oh shit. Okay, Jeremy Johns, let's go, baby. Woo! The most anticipated film of the year, Madame Web. And speaking of the web, I want to thank the sponsor of this video, here to protect you from the dangers of the web. This video is brought to you by NordVPN. NordVPN is a VPN service that's more than just a VPN service, protecting you and your information as you traverse this digital hellscape known as the internet. Shielding you from malware, trackers, ads. Thank you for sitting through the ads in my videos. I do appreciate that. NordVPN's threat protection is there to inform you about the vulnerabilities in your app, because we've all been there, right? Oh, 10 million downloads on this app. Must be safe. No, it's not. There's just 10 million other people who are also vulnerable. Don't do that. Don't be them. And as I said, it's more than just a VPN service, as seen with NordPass Password Manager. You can save your login info safely and securely, because again, who hasn't been there? Different username and password for everything, because you want to be safe, right? Smart. Which makes logging in the process of reacquiring my username and changing my password. Not anymore. Nord keeps it in one spot for you. Safe, secure, easy. So click the link below, go to nordvpn.com/Johns. Users can get a huge discount with the purchase of a 2-year plan plus 4 extra months. Try it risk-free right now with a 30-day money-back guarantee. And now, all of the Morbin time, none of the memeability. Oh boy, let's go. So Madame Web's the newest Sony property that's essentially Spider-Man characters, but not in a Spider-Man world, because they can't do that. Spider-Verse without the Spider-Man, essentially. Stars Dakota Johnson as Madame Web. Dakota Johnson's character can see the future before it happens. She has to babysit these 3 girls who are being hunted by this spider guy. That is to say, he's a guy with Spider-Man powers who's trying to kill them. They're essentially 3 Jane Connors she has to protect from Spider Terminator who wants to kill them because of who they will become later in life. Okay, going deep on this one, because the damaged optimist you see before you still likes to find something he liked in a movie. I will say Dakota Johnson gives it her all. There are moments where she's
actually having fun in here. Moments that feel like ad-libbed moments that actually do work in their own way. I believe these moments to be ad-libbed moments because they are anomalies in this film. That is to say, anomalies in the script. There are lines and moments delivered in this movie you can almost feel someone step in while they were filming and be like, no ad-libbing. Read the line exactly as it's written in this script. It has a few screenwriters attached to it, 2 of which wrote Morbius. Can you do that? They are indeed awful because this script is hot garbage. Almost passed out. Hold on. Getting back. Even in the first 10 minutes of the movie, I was like, okay, so there's dialogue. This is the movie. After watching the movie, I understand the Dakota Johnson interviews about the movie. Makes it much more hilarious, kind of sad at the same time. That is to say, the picture's much more clear. You can understand how she's probably sitting there during interviews like, as Linkin Park once said, in the end, it doesn't even matter. Also, her character, Cassandra Webb being her name, she's kind of an asshole. And not in that way of, yeah, but she learns by the end. I mean, essentially she does, but it doesn't feel earned. It doesn't feel like she learned anything. When these girls are in trouble, they're like, oh my gosh, are you gonna help me? She's like, no, I'm dropping you off with your parents. This is your parents' shit to deal with. After she's seen a super-powered spider guy walking on the ceiling trying to kill them, I was like, aren't you an EMT? Haven't you elected to save people just as a career path? I'll save people, I'll help people, as long as I'm, getting underpaid for it. Otherwise, you're on your own. She just came across as a miserable, curmudgeonous cat lady. Yes, she is a cat lady. Also, the girls who are being hunted by Spider Guy, they have their own characters. I'll give them that. They distinctly feel different. They have their different personality types. But I still don't know any more about them. That's the extent that the movie gives me. They're there to be saved. They're PlayStation trophies, essentially. Save the 3 girls, you get a gold trophy. Sweet, did it. PlayStation trophies? One's more pragmatic, the other one's really nerdy and shy, and the other one flips off ambulances. But that's all I know about them. The entirety of their characters in this movie is based on one vision of what they will be and what they will do one day. One day, they're all gonna beat this guy's ass to death, so obviously they're heroes and we need to save them. But who are they now? Fuck if I know. There's a couple of dialogue moments, but again, it's just dialogue moments. The movie tells, it doesn't show. That illusion of character aside, they're no deeper than, say, people in the mall in Dead Rising, you need to save from the zombies. You don't need to care about these. Yo, les références aux jeux vidéo dans son review. Past the capacity of, oh, gotta save them, because that's the plan. Maybe if this movie had 1, maybe 2 characters she needed to save, so the movie can concentrate more on fewer characters. Not 3 characters who definitely wouldn't hang out outside the capacity of this film. 3 characters who, if they live through it, will be like, all right, that was crazy. All right, well, see you never. I just didn't feel the synergy between them. As for the villain, Ezekiel Sims, spider guy who's not Spider-Man but has Spider-Man-like powers. Yeah, he's a forgettable guy with spider powers, wants to kill these girls to alter the future, so he lives. Terminator. Played by Tahar Rahim, I don't know much about him, to be honest. I don't expect actors to always do the heavy lifting. Like I said, this dude was shot in the knee from the get-go because he's in this movie with this script. Not everyone's gonna be Raul Julia in Street Fighter as Bison elevating the shit out of the content. Or Matt Smith and Morbius being like, okay, read the script. I'm gonna have at least one scene that's gonna go viral. If it can't be good, it's gonna be memeable. This poor guy was in a movie that just made him boring. And to be fair to him, there were moments where he was saying things. His lips did not match what he was saying. It was always his voice you heard. There were just scenes where he was like, we must find them, and they must die. And we've seen enough Spider-Man movies, played enough Spider-Man games. You know when Spider-Man is running along a building, and he's swinging, and he's flipping, and he's doing his thing? His voice sounds like it's coming out of a body that is doing those acrobatics. Yeah, Aunt May, yeah, I'll be there in a second. This dude's running up a wall, flipping over a rooftop, and his voice is still like, I'll be there momentarily. It just didn't sound like the character I was watching was saying that. It was odd, it was awkward, and I think it comes down to the fact that everyone knew they were making a movie in which you could make the call. The call being, fuck it. This movie feels like a movie that would have come out when the movie takes place. Yo. I'm not talking Toby Spider-Man. Madam Web, fuck it, we're making a movie. Highs, no. Talking about that mid-2000s lull of comic book movies where we were like, well, this is getting awful. I hope this gets shaped up sooner rather than later. Avengers.
That would never work as a movie. It's a cinematic train wreck with the worst script of the year so far. Again, still pretty early in the year. Still, feel like it's gonna hold that title for a while. It's a mess that lacks cohesion, a superhero film that once again has shoddy CGI and action sequences, a forgettable antagonist, and a protagonist that feels like Madam Web in name only. It plays out like Dollar Store Next with Nicolas Cage meets Dollar Store Terminator. Oh my god. If this movie had come out in, say, 2003, it would have been bad, but now it just feels worse. Mais tu sais, le seul but de ce film-là, c'est voir Sydney Sweeney. So Madam Web, have you seen it? What did you think about it? Did you really watch this? Or what's your favorite date night or Valentine's Day movie tradition, of which Madam Web will probably never be? Whatever it is, whatever you think, comment below, let me know. And as always, if you like what you've seen here and you want to see more, click right here to see more. I mean, pas vraiment surpris. Pas vraiment surpris, guys. Je le voyais venir à 100 000 à l'heure que ce film-là allait trash. I got more reviews. Ou out of theater impressions de Madam Web. On a @3C Films qui dit Madam Web is an embarrassing mess. Talented stars wasted on probably the worst comic book movie I have ever seen. Filled with atrocious dialogue, awful editing, awkward editing plutôt, and all around laughable structure. I sat there baffled, scene by scene. Someone approved this. The memes will redeem it. While I was disappointed, see the movie for yourself and form your own opinion. To you, some of the good may outweigh the bad. Things I like: Dakota Johnson's humor, the early 2000s aesthetic, Adam Scott, and that's pretty much it. Mais c'est ça. Les higher-ups de Sony ont juste rempli le film de cute ladies. Ouais, non. Quoi d'autre? J'ai Discussing Film aussi qui ont publié leur critique disant Madam Web may not be a good movie, but it's surprisingly entertaining and unintentionally hilarious at times. IGN en a un 5 sur 10, j'ai vu tout à l'heure. Leur côté disant Madam Web has the makings of an interesting superhero psychological thriller, but with a script overcrowded with extraneous characters, basic archetypes and generic dialogue. It fails the talent and the future of its on-screen Spider Women. Lequel est mieux? Superhero movie ou Madam Web? Superhero movie, c'est quoi ça? C'est un generic superhero movie? I don't know. Yeah, not too good. Je pense que j'en avais un autre pour compléter ce segment. Folks, the reviews for Madam Web are in and they are thrilling. Let's see. Well, having now seen this tangled up IP gossamer firsthand, we can say that Madam Web isn't as bad as its somewhat botched promotional campaign might suggest. It is, in fact, way worse. A genuine... What the fuck? A genuine Chernobyl-level disaster. Man, les movie critics doivent relaxer. Motherfuckers are comparing a movie to Chernobyl. Man, next up, ils vont comparer Craven the Hunter à l'Holocauste, tabarnak. That seems to get exponentially more radioactive as it goes along. This detour to one of the dustier corners of Marvel's content farm is a dead end from start to finish. It is the Cats, the movie of superhero movies. Not a single decision seems of sound mind. Not a single performance feels in sync with the material. Not a single line reading feels as if it hasn't somehow been magically auto-tuned to subtract emotion and or inflection. The sole amazing factor of this Spider spin-off is that someone somewhere signed off on actually releasing it. Holy shit. C'est RollingStones.com qui a publié ça. My god, yo, la comparaison à Chernobyl, relax là. I mean, it's bad, mais là, Chernobyl bad, the people died. Les personnes qui vont mourir en allant voir Madam Web, là. Relax. Mais Sony sont perdus côté film, for real. Yeah, ça c'est... Something else. Alright, next up. On a le teaser pour les Oscars 2024 animés par nul autre que Jimmy Kimmel. Quand même un long teaser de 4 minutes, on regarde
tout ça. Semblerait-il qu'il est dans l'univers de Barbie. Yelling, Jesus Christ. Fait que les Oscars, mesdames et messieurs. Le 10 mars. On your favorite cable network. C'est quand même un cool teaser pour teaser ou recap ce qui s'en vient au sein des Oscars, là, les films d'envergure de la dernière année. Ensuite, on a du casting pour le prochain film de Karate Kid. Là, je vous ramène à quelques mois où est-ce que c'était qui? C'était Jackie Chan et Ralph Macchio qui avaient fait un casting call là, pour le prochain film de Karate Kid où est-ce qu'elle allait justement merger les deux univers, les OG Karate Kid movies avec les New Gen Karate Kid qu'il y a eu avec Jackie Chan, Jaden Smith. Et là, c'est Ben Wang qui va être le lead star aux côtés de Jackie Chan et Ralph Macchio. C'est Hollywood Reporter qui rapporte le tout. Donc, the new Karate Kid has been found. Sony Pictures has cast Ben Wang, best known as the star of Disney Plus series American-Born Chinese, the star in its latest installment of the coming-of-age martial arts franchise. The casting comes after a global search that saw thousands of submissions from around the world with 10,000 entries reported in the first 24 hours alone. See boy. According to studio insiders, Wang delivered a standout audition that demonstrated his deep connection to the character. It also helped that he is fluent in Mandarin and highly skilled across many forms of martial arts, including karate, Wing Chun / Kung Fu, Gumdo, Kempo, and Taekwondo. Some of the skills were already showcased on American-Born Chinese, a well-regarded adaptation of the acclaimed coming-of-age fantasy graphic novel by Jean Lung Wang that also starred Michelle Yeoh. The new Karate Kid will have Jackie Chan and Ralph Macchio reprising their iconic characters from previous Karate Kid films. Plot details are being kept under a bonsai tree, okay? But the new installment will bring the story of the East Coast and focus on a teen from China who finds strength and direction via martial arts and a tough but wise mentor, or maybe even two. Sony has slated the film for December 13th, 2024. Damn. Le cycle de production est court. Jesus. Jackie Chan fait pas du karaté, il fait du kung fu. Écrit à Hollywood Reporter qui aille leurs facts together, man, qui fact-check leur shit. Fait que, yeah. The new Karate Kid is this guy right here. Aux côtés de these two. Once again, man, Ralph Macchio, est-ce qu'il a pas vieilli? On dirait qu'il a pas vieilli, c'est fou. Still looks young. Dernier point de discussion pour aujourd'hui. C'en est avec le Super Bowl. The most watched telecast in history. Hey yo! That is crazy. Pour un match là, que le monde est comme c'est encore les Chiefs, c'est un repeat du Super Bowl en 2019. C'est pourquoi c'est pas les Ravens contre les Detroit Lions. Didn't really matter. Les Swifties ont show up. 120 million viewers across all CBS platforms. Football is healthy, baby. Football is healthy. CBS Sports presentation of the Kansas City Chiefs' overtime victory in Super Bowl 58 was the most watched telecast in history, with more than 120 million viewers across all CBS platforms. CBS announced its presentation of the NFL Final, which was available across the CBS television network, Paramount Plus, Nickelodeon. Il y avait aussi SpongeBob qui faisait du commentary là, avec Patrick. Univision and more topped 123.4 million viewers, according to Nielsen Fast National Data and Adobe Analytics. This puts viewership up 7% compared to 2023's Super Bowl, which reached 115.1 million viewers. A total of 202.4 million viewers watched the Chiefs defeat the San Francisco 49ers 25-22 across all platforms, which is the highest unduplicated audience in history and up 10% compared to 2023. Hein?
Fait que là, arrêtez de dire que les Swifties, Taylor Swift, tout ça, là, nuit au football. Au contraire, les chiffres prouvent le contraire. The huge rise in numbers are perhaps, at least in part, due to the influence of pop star Taylor Swift, who is in a relationship with one of the Chiefs' star players, Travis Kelce. Swift's first appearance at the Chiefs' Arrowhead Stadium became the most watched Sunday night NFL games since the last Super Bowl. Kelce jersey sales have increased 400% since their relationship began, and Apex Marketing Group estimated her interest has generated more than $330 million in value for the NFL and the Chiefs. God damn! That's a lot of money. Yeah, mais les chiffres étaient là pour Taylor, pas pour le Super Bowl. Ben, indirectement, là, c'était pour le Super Bowl, là. A été montré un total de 54 secondes dans le Super Bowl, là. Genre, je pense que c'était 1% or something. Fait que, yeah, man. The most watched telecast in history. Football, baby! That's what's up. On s'en jase next year pour le prochain Super Bowl. Parce que là, la saison est officiellement terminée. Elle aide énormément l'industrie de la musique. Yo, Taylor Swift, là, je sais pas si vous réalisez à quel point she's big. Genre, she is big. Son influence est crazy. Crazy, crazy, crazy. Les amis, là. Sur ce, I'm gonna go play some games, I'm gonna go cover some games. N'oubliez pas, plein de couvertures sur la chaîne YouTube cette semaine, là. We got games comme Airhead. On a Super Secret Game qui va... la couverture pour un Super Secret Game va être disponible cet après-midi. Fait que keep an eye out pour ça. Banishers, je m'en vais checker ça plus tard aujourd'hui. Puis tous les autres jeux que j'ai reçus. Skull and Bones aussi, m'a faire une heure de ça, poster ça sur YouTube en prévision du stream de vendredi. Rappelle que j'ai 2 clés Xbox à faire tirer vendredi en stream, fait que soyez là si vous avez une Xbox et vous êtes intéressé par Skull and Bones. Oui, j'ai reçu Banishers finalement à Jezebel, j'ai reçu ce matin. Et demain, are we getting the Nintendo Direct post là pour la Saint-Valentin? Un petit cadeau de Saint-Valentin là, de la part de Nintendo, serait nice. Serait nice. Release that shit. Press the button, Nintendo. On attend tout ça avec impatience. D'ici là, je vous invite à recap toutes les nouvelles au travers des différentes avenues où est-ce que la VIICTIIMINUTE est disponible. Comme vous savez, on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement du lundi au vendredi à partir de 9h. C'est aussi disponible en rediff vidéo sur YouTube, autant que la diffusion en live. Fait qu'on stream en simultané sur YouTube et Twitch. Fait que tout dépendamment de quel service vous priorisez, on est là et on est présent sur les deux plateformes. Sinon, il y a toujours la rediff audio, la version audio podcast disponible sur les plateformes où est-ce que les podcasts audio sont diffusés, encore une fois, avec les timestamperino, je voulais dire, je me suis enfargé dans mes mots. Est-ce qu'on raid quelqu'un, les amis? Who we raiding? En ce matin, on a Nightmare TV qui joue à Skull and Bones, tiens. Let's go. On va dire bonjour à Nightmare TV qui essaie Skull and Bones. J'ai vu, me semble, sur Twitter qui était hype pour ce jeu-là. Fait que, yeah, si vous voulez voir du early Skull and Bones coverage, c'est chez Nightmare que ça se donne. Il y a des drops aussi, là, fait que vous pouvez avoir... Ça dit get rewards by watching. Ok, je pensais que ça donnait le jeu au complet. J'étais comme yo. T'écoutes le stream et Ubisoft sont juste en mode hey, on donne des clés à tout le monde. Oh là là. Fait que sur ça, on va initier le raid. J'oublie tout le temps. Là. Je fais mon petit speech puis j'oublie d'initier le raid. Nightmare TV, there you go. C'est écrit. Alright, there you go. Fait que embarquez dans le raid, pas le choix quand t'es Ubi partner. There you go, there you go. Gotta generate that excitement pour Skull and Bones. Fait que on se retrouve demain pour notre round-up d'actualité et hopefully une annonce de Nintendo Direct. D'ici là, I'll cover what I have to cover. Puis yeah. Merci d'avoir été là. Tout le monde, merci d'avoir fait partie de la discussion.
Et sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de votre journée. Bye bye!